qui survivra à l'intelligence artificielle? Qui des coachs, des thérapeutes survivront à l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on verra dans ce live. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Alors, déjà, les vérifications techniques habituelles. Donc, dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez, d'où est-ce que vous nous écoutez. On va parler d'un sujet absolument crucial ce soir, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est en train déjà de disrupter, n'est-ce pas, le coaching, la thérapie, l'accompagnement en matière de santé mentale. C'est un vrai sujet et pour le coup, il est important d'en parler parce que il y a eu le phénomène Uber il y a quelques temps. On a même parlé d'ubérisation. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est l'intelligence artificielle et il faut effectivement en parler. Alors, on va justement placer le cadre de ce live. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pourquoi est-ce que j'ai fait venir Kevin qu'on va accueillir tout à l'heure? L'idée, c'est que vous avez certainement... alors, vous ne le savez peut-être pas. J'allais dire, vous savez certainement, mais peut-être pas. En fait, en vrai, non, peut-être pas. Figurez-vous que récemment, il y a une étude du Harvard Business Review, on va y arriver, hein, qui a donné en fait le classement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et ça, effectivement, c'est surprenant. Pour certaines personnes, ça fait froid dans le dos, mais en fait, en vrai, ça reste quelque chose d'extrêmement surprenant. Pourquoi est-ce que c'est surprenant? Les 3 utilisations de ChatGPT, et on ne parle que de ChatGPT, d'accord? Ça reste 800 millions d'utilisateurs quotidiens, ça fait quand même un petit peu. On ne peut pas dire que ce soit représentatif des 8 milliards d'êtres humains sur Terre, mais 800 millions, ça a quand même un impact. Et parmi ces 800 millions d'utilisateurs quotidiens, en 3e position, les gens utilisent en fait ChatGPT. La 3e position, c'est organiser ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent avec ChatGPT pour organiser leur vie. Et c'est l'utilisation principale qu'ils en ont. D'accord? En 2e position, c'est trouver un sens à ma vie. Ouais, complètement. Trouver un sens à ma vie. C'est-à-dire que la 2e utilisation que font les 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT, c'est trouver un sens à leur vie. OK. La première utilisation, et c'est là où on va en parler, c'est la thérapie. La thérapie et la compagnie. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes, la première utilisation que les utilisateurs font de ChatGPT, c'est la thérapie et la compagnie. Bon, alors ça pose un problème. Forcément, ça pose un problème. Vous avez certainement entendu dire cette histoire malheureuse, effectivement, où on a un jeune homme, un jeune Américain, mais un adolescent, qui, effectivement, confiait son mal-être à ChatGPT et lui parlait tout le temps. C'est certainement la personne à qui il parlait, l'entité, à qui il parlait le plus. Et puis, cet élève, ce jeune, en tout cas étant dépressif, a confié en fait ses idées de suicide à un ChatGPT. Et effectivement, il se trouve que ce jeune s'est suicidé. Et l'idée, c'est que les parents même du jeune ont lu après le décès de leur fils, ont lu en fait les échanges avec ChatGPT. Et ils ont porté plainte contre Sam Altman. Ils n'ont pas porté plainte contre OpenAI. Ils ont porté plainte nominalement contre Sam Altman. Alors, où est-ce que ça en est? Très clairement, je n'en sais absolument rien. Je n'ai pas vent de la suite en fait que donnent les autorités juridiques américaines à cette histoire malheureuse, mais ça veut bien dire en fait qu'il y a un sujet. Il y a un vrai sujet. D'accord? Donc, il faut effectivement qu'on en parle.
Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que on ne va pas demander aux personnes, de toute façon, ça ne servira à rien. On ne va pas demander en fait aux personnes de ne pas utiliser, l'intelligence artificielle. On ne va pas utiliser. On va pas demander. Enfin, si, il y a des gens qui le font. Les autorités de santé, les ARS en France, les autorités régionales de santé, mènent déjà, tirent la sonnette d'alarme, mènent déjà des actions en ce sens. J'ai vu des collègues et amis à moi qui effectivement parlent de ça et qui disent qui interdisent en fait à leurs clients d'utiliser l'intelligence artificielle. Il y en a même qui ont eu l'idée d'arrêter de façon complètement unilatérale l'accompagnement si il se trouve que les accompagnés, les clients utilisaient l'intelligence artificielle. Bon, alors, personnellement, je ne suis pas persuadé que ce soit ce qu'il y a de mieux à faire. Vous savez, c'est comme si on demandait aux gens de... Comment je vais dire ça? C'est comme si on leur demandait de ne plus utiliser, je sais pas, de ne plus utiliser de voiture, de ne plus utiliser de micro-ondes, de ne pas utiliser de leur smartphone, etc., etc. Ce sont des choses qui sont de toute évidence complètement entrées dans notre quotidien. Et je ne suis pas persuadé, en fait, qu'il soit si pertinent que ça, de simplement se contenter de dire aux gens, mais écoutez, non, ne faites pas ça. Je ne pense pas que ça marche. Je ne pense vraiment pas que ça marche. Et je crois qu'effectivement, non, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, juste une petite pause pour dire que nous sommes en direct également sur Instagram, normalement. Après, je crois que le live ne s'est pas lancé tout de suite sur Instagram, mais nous sommes également en live sur Instagram sur le compte Roméo Cornal, coach intuitif. Mais l'idée est celle-là. Alors, effectivement, quelqu'un me demande comment est-ce qu'on explique que l'IA soit autant utilisée pour la thérapie. Et avant de faire entrer Kevin, je vais donner ma vision de la chose. Pourquoi est-ce que l'IA est tellement utilisée pour la thérapie? Est-ce que ça veut dire, enfin, je vais juste te poser des questions. Est-ce que ça voudrait dire que les personnes ne sont pas satisfaites, finalement, des propositions qui leur sont faites? Parce qu'en matière de santé mentale, je veux dire, il y a des propositions qui existent déjà. La psychologie, le développement personnel, la spiritualité, les sagesses, les philosophies même si les philosophies ne sont pas tellement à la mode, malgré Charles le Précepteur ou malgré les pensées stoïciennes, malgré la vogue, effectivement, de la philosophie stoïcienne. C'est vrai que, bon, la philosophie, ça demande un effort en particulier. La philosopher, c'est penser contre soi-même. Bon, c'est pas très à la mode, ça, penser contre soi-même. Même si, effectivement, comme je l'ai dit, on a bien, effectivement, des personnes qui, effectivement, démocratisent un peu la pensée philosophique, la démarche philosophique. Mais, voilà, se peut-il que les philosophies, les psychologies, les religions, les sagesses, finalement, trouvent leurs limites pour plein de raisons. Peut-être l'aspect gourou, justement, on entend tellement parler de gourou, justement, que les personnes cherchent quelque chose de plus libre, finalement. En tout cas, effectivement, l'intelligence artificielle propose des choses, propose en tout cas une expérience d'accompagnement, ne serait-ce que celle-là, qui peut-être répond aux limites et aux contre-indications des solutions existantes. D'accord? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai mis au point cette intelligence artificielle qui, pour le coup, elle est faite pour ça, qui s'appelle Lily. On va en parler tout à l'heure. Lily My Bestie, Lily ma meilleure amie. On va en parler tout à l'heure. Mais ça, peut-être plus pour les utilisateurs, mais en tout cas, pour les professionnels de l'accompagnement, il est important, du coup, de revoir, finalement, nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on amène
dans l'accompagnement que d'autres ne peuvent pas amener, que l'intelligence artificielle ne peut pas amener en tout cas. Et c'est ce dont on va parler avec le spécialiste, l'expert du talent, l'expert de la zone de génie, qui est donc Kevin Adeoti. Bonsoir Roméo. Bonsoir tout le monde. Alors Kevin, on est donc en direct, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur une chaîne YouTube secondaire parce que j'ai un souci avec ma chaîne principale et on parle à des utilisateurs de l'accompagnement. On parle également à des professionnels de l'accompagnement. Et on va beaucoup parler aux professionnels de l'accompagnement. Et on va peut-être répondre à cette première question que pose, bon, je ne sais pas comment elle s'appelle Gig sur YouTube. Comment est-ce que tu expliques que l'IA soit autant utilisée pour la thérapie? C'est une question philosophique. Ouais. C'est philosophique. Dans le but d'ailleurs de ce soir, c'est ça, c'est d'ouvrir un petit peu le débat et la discussion pour qu'on soit, on s'autorise à réfléchir un petit peu sur un phénomène qu'on voit arriver, qui est un tsunami et qui ne s'arrête pas. C'est un petit peu comme l'arrivée d'Internet. Vouloir la nier, c'est juste repousser à quel moment elle va impacter nos vies, alors que l'accueillir, la comprendre, c'est le meilleur moyen justement de la rendre, de l'utiliser à bon escient. Donc, comment on explique cela? Je pense que tu en as parlé un petit peu sur la notion où aujourd'hui, il y a un petit peu, on est à l'ère de la méfiance. On est à l'ère de la méfiance. Je pense que la confiance a réellement baissé dans tout ce qui concerne, je vais englober le monde de l'accompagnement. Que ce soit le coaching ou la thérapie, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui va utiliser un feed d'actualité, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, va être sollicité par des pubs de personnes dans l'accompagnement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se présentent comme étant des accompagnants et il y a beaucoup de personnes aussi qui ont fait quoi? Qui ont justement utilisé, qui ont souscrit à un accompagnement, à un programme, qui ont sollicité un thérapeute, un coach et qui, quelque part, n'ont pas eu de changement drastique qui s'est effectué dans leur vie. Et je pense du coup qu'il y a cette méfiance, comme il y a une méfiance envers les politiques, aujourd'hui il y a une méfiance envers le monde de l'accompagnement. Et le bon point, mais le défaut de l'IA, c'est que l'IA, une IA, en fait, c'est pas un humain, on le verra. Et l'IA, elle va avoir tendance à me donner les réponses qui me plaisent. Et donc, je pense qu'il y a aussi ça dans l'auto-accompagnement, c'est que l'auto-accompagnement, il va être beaucoup moins challenging que justement un professionnel de l'accompagnement, un thérapeute, un coach. Et donc, le fait qu'il y ait une explosion comme ça des demandes de l'IA, je pense que c'est une des raisons qui peut expliquer pourquoi justement les personnes font appel à l'IA. Il ne faut pas oublier que l'IA, elle est vite rentrée dans la société. Je pense que ChatGPT, je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti de mémoire, je ne sais plus si c'était 2023, je ne sais plus exactement. Mais on va dire c'était 2022, c'était juillet 2022. 2022. Donc, tu vois, entre l'arrivée et l'utilisation de manière massive, c'est arrivé très vite. Et en fait, c'est très vite rentré dans le quotidien de tout le monde. Et comme tu dis, l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, elle se fait sur plusieurs biais, sur le biais de la thérapie, ce qui est assez inquiétant, étant donné que quand on creuse un petit peu et qu'on comprend comment fonctionnent les IA, notamment ChatGPT, personnellement, j'irai pas me faire thérapiser par ChatGPT. Poser des questions, travailler avec l'IA sur certains points, comme ChatGPT. On ne parle pas de Lily, qui a été pensé pour, mais ChatGPT, c'est peut-être pas forcément le meilleur outil, mais on verra justement, on va dire, avec ce phénomène qui est là, qu'on ne peut pas nier, quelle va être la réponse qu'on va donner, nous, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, en tant que thérapeute, à cette révolution, parce que c'est littéralement une révolution. Et surtout, étant donné que l'IA, par définition, elle est beaucoup plus accessible, c'est un petit peu comme quand on a vu, par exemple, la Chine confectionner des vêtements à un prix 10 fois moindre que ce qu'on peut faire en France. Quand la réalité est là,
qu'est-ce que nous on fait pour, entre guillemets, contrer cela? C'est-à-dire que le coût d'une IA sera nécessairement beaucoup plus faible que le coût humain. Par contre, quand je parle de coût, je parle d'un coût financier. Parce qu'il y a aussi un coût. Et le coût, c'est quoi? Ce sera l'impact que va avoir. Par exemple, tu as donné l'exemple de ce qui s'est passé avec le jeune homme. Quand ChatGPT va t'amener vers la mort. Quand ChatGPT va t'amener vers la prise de médicaments qui sont totalement inadaptés. Et ça, on va voir justement la limite que peut avoir l'IA. Et l'IA, tout simplement, sa limite, c'est que l'IA, ce n'est pas humain. Quand je vois ChatGPT qui me répond, ce n'est pas un humain qui me répond, c'est une prédiction, c'est binaire. C'est-à-dire qu'il faut vous rendre compte que quand ChatGPT vous répond, c'est réellement des 0 et des 1 qui se passent derrière. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'émotion, il n'y a aucun vécu, il n'y a aucune expérience. Il n'y a strictement rien de tout ça qui répond. Il y a des prédictions mathématiques. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien d'humain dans ChatGPT. Absolument rien d'humain en tant que tel dans tout ce qu'on va catégoriser d'humain. Et l'humain, on peut le catégoriser premièrement biologiquement par un corps. Et si on allait un petit peu plus loin, on pourrait parler d'âme. Si on allait encore plus loin, on pourrait parler de conscience, voire certains vont parler d'esprit divin, puisque l'être humain, pour certains, est un être incarné qui a été insufflé par une intelligence en dehors de l'espace-temps. Donc voilà un petit peu pour moi pourquoi l'IA elle explose et elle continuera d'exploser, mais pourquoi aussi elle va avoir ses limites, et ces limites-là en fait, et je pense que c'est Idriss Aberkan qui en avait très bien parlé dans une conférence, c'est les limites que va avoir l'IA, c'est-à-dire que si tout ce qu'on peut produire c'est de la logique, nécessairement l'IA sera mais à des années-lumière devant nous. Par contre, si on dit que l'humain, ce qu'il y a de plus fort, c'est l'intuition, eh bien là, on a un avantage énorme puisque l'intuition, et aujourd'hui, on est au balbutiement de comprendre ce qu'est la neurocardiologie. Je crois qu'on parle de ça, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionnent les neurones du cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles entendent, qu'est-ce qu'elles comprennent, qu'est-ce qu'elles lisent, puisqu'elles ont un langage, c'est des neurones, d'accord, elles ont des pensées, le cœur a une pensée. La fameuse phrase, au final, le philosophe avait raison quand il disait « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». En fait, sans avoir l'outil de la mesure, il avait pressenti que le cœur avait une pensée indépendante du cerveau. Donc, qu'est-ce que nous dit tout ça? C'est que ChatGPT n'aura jamais de cœur. À preuve du contraire, ChatGPT ne sera jamais humain. L'IA ne sera jamais humaine. Même dans nos pensées les plus folles, elle ne sera jamais humaine parce qu'elle n'aura jamais de corps. Donc, voilà un petit peu la limite. Un petit peu la limite qu'a l'IA. Et en fait, ce que tu nous apportes là, c'est qu'effectivement, finalement, l'humain, l'homme est finalement obligé, en fait, en quelque part. Et pour le coup, personnellement, je trouve ça assez intéressant que l'humain soit obligé de se repenser et de se poser la question de qui il est, en vrai. C'est vrai qu'il y a cet internaute qui nous demandait si justement le choix d'utiliser la thérapie, l'IA pour la thérapie, est-ce que ça dit quelque chose sur l'éloignement collectif du soi authentique? Cet éloignement, à mon sens, il a débuté au fameux siècle d'obscurantisme, que moi j'appelle le siècle d'obscurantisme, mais que la plupart appellent le siècle des Lumières. C'est assez marrant. On éteint la lumière et puis on dit que c'est la lumière. Mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Quand on n'est pas parti sur le tout raison, sur le tout raisonnement, finalement, l'humanité a pris un chemin qui a amené, en fait, finalement, à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle qui vient justement lui montrer, mais attends, mais concrètement, t'es pas grand-chose, finalement. Ce fameux tout raisonnement, les hommes se sont mis à penser, les humains en tout cas des pays du Nord, généralement des pays occidentaux, des pays qui se disent modernes, se sont mis à penser qu'ils sont essentiellement des êtres rationnels, alors que la biologie montre que les êtres humains ne sont pas des êtres rationnels, ils sont essentiellement émotionnels. Alors, déjà, petit fait biologique. Là, pour le coup, on va beaucoup vous donner notre avis sur les choses, notre point de vue sur les choses, mais
moi, je viens des neurosciences et donc je vois la biologie. Donc, je vais vous donner également l'avis de la biologie, sachant que l'avis de la biologie n'est pas tellement discutable parce qu'on n'a pas beaucoup la main dessus, parce que c'est pas nous qui avons créé la machine, hein, en fait, en vrai. Et donc, il y a des choses qui sont de notre ressort. Il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. Et encore une fois, je citais la philosophie stoïcienne en début d'intervention. Et ce qui fait que précisément, elle a tellement le vent en poupe aujourd'hui, particulièrement chez les entrepreneurs, c'est qu'effectivement, la philosophie stoïcienne, elle est complètement pratique, elle est complètement pragmatique, parce que, ben justement, elle nous dit il y a des choses sur lesquelles on a de l'influence, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'influence. Et la philosophie stoïcienne nous invite à ne pas nous occuper de ce sur quoi on n'a pas d'influence, puisqu'on n'a pas d'influence dessus. D'accord ? Et il y a une chose sur laquelle on n'a pas d'influence, c'est que la biologie humaine est faite de telle sorte qu'en réalité, le raisonnement est ce que fait le moins un système nerveux, ce que fait le moins un cerveau. Je ne parle pas du système nerveux, je ne parle que du cerveau, qui n'est que le bout du système nerveux. D'accord ? Et en fait, le raisonnement, c'est la dernière chose que fait un cerveau, et c'est ce qu'il fait le moins. Et donc, concrètement, nous autres êtres humains qui vivons dans un corps, c'est la chose que l'on fait le moins. D'accord ? Et c'est la chose que l'on fait en dernier. C'est-à-dire que nos comportements humains, à 99%, sont déjà mis en place avant qu'on ne raisonne. Et nos comportements humains sont mis en place par quoi ? Justement, sont mus par quoi ? Par des émotions, des ex movere, des mouvements vers l'extérieur. D'accord ? Les êtres humains sont essentiellement émotionnels. C'est dommage qu'il n'y ait que les gens du marketing qui l'aient compris. C'est dommage que monsieur et madame tout le monde sont persuadés que les êtres humains sont complètement rationnels, alors qu'en réalité, les êtres humains sont essentiellement neuro-émotionnels. D'accord ? Et c'est pour ça que justement, j'ai mis au point cette méthodologie d'accompagnement qui est l'accompagnement neuro-émotionnel. On va prendre en compte non pas votre rationalité, parce que très clairement, personnellement, je m'en fous, parce que 0,1% de ce que vous êtes, ça ne m'intéresse pas. Franchement, alors, j'en ai rien à foutre. Et je vous le dis comme ça. J'en ai rien à foutre. Et l'idée, c'est que à côté de ça, en plus, 95 à 99% de nos comportements et même de nos ressentis nous sont à tous et à chacun totalement inconscients. C'est pour ça qu'on appelle ça l'inconscient. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a de plus important dans l'histoire, c'est que en raisonnant, je peux trouver la preuve du contraire de ma réalité. Je peux avoir la preuve du contraire de ma réalité, tout simplement. J'ai la preuve que quelque chose est là, sauf qu'elle n'y est pas. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de se le redire. Et donc, partie en fait de ce prédicat-là, puisque nous sommes des êtres essentiellement émotionnels, puisque nous habitons un corps, l'idée est que personnellement, j'y vois l'opportunité pour chacun de revenir à soi. Et qui on est, justement, c'est cet être neuro-émotionnel, puisqu'on habite dans un corps. On ne peut pas faire sans. On a eu l'audace de se croire au-dessus de la nature, on a eu l'audace de se croire au-dessus. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui cherchent l'immortalité, qui travaillent dessus vraiment. Hein. Je veux dire, le CEO d'Oracle, il travaille vraiment sur ça. C'est vraiment un objet de recherche chez lui. Il recherche l'immortalité, comme l'Allemagne nazie, comme d'autres encore. Hein. Il n'y a pas que. Hein. Il y a les transhumanistes. Les transhumanistes, d'un point de vue un peu plus large. Plus globalement, enfin, ils recherchent tous l'homme augmenté. Mais l'homme augmenté machine. Oui. En vrai. Puisque toutes les personnes qui finalement recherchent l'homme augmenté considèrent l'homme comme une machine. Oui. Et non pas comme un humain. Et c'est là où justement vient se poser ce souci-là. Mais si je recadre maintenant pour les professionnels de l'accompagnement, et par voie de conséquence pour les utilisateurs, donc les accompagnés, quel est le risque pour les professionnels de l'accompagnement? Quel est le risque de l'IA pour l'accompagnement? On peut croire que l'IA va disrupter l'accompagnement, mais en réalité, je crois que non.
Je crois qu'au contraire, le besoin d'accompagnement par des humains va croître. C'est-à-dire, en tout cas, la conscience de besoin d'accompagnement humain va croître. Le besoin, il est là depuis très longtemps. Mais la conscience qu'on en a va croître. D'accord? Et là-dessus, et c'est pour ça, en fait, que Kevin est là, puisque vous avez vu, il est révélateur de potentiel et qu'il est expert, il est certifié MO2J, mode opératoire identitaire itératif. Je crois, et c'est pour ça qu'on a également créé cet atelier génie thérapeutique, je crois que à peu près la seule voie de sortie pour tout professionnel de l'accompagnement, qu'il soit d'ailleurs même médecin, qu'il soit coach, qu'il soit thérapeute, qu'il soit professionnel de l'accompagnement en santé mentale ou tout ce que tu veux, je crois que finalement, la voie de sortie, c'est précisément l'identification de sa zone de génie, de son mode opératoire identitaire et itératif, et bien évidemment, le déploiement de celui-ci. Monsieur l'expert, qu'en penses-tu? Mais sur le coup, je vais être obligé de te rejoindre. Non, complètement, on va dire que tu as énuméré beaucoup de points qui sont super intéressants. Moi, je pense que il y a réellement, on vit une époque qui est passionnante. Vraiment, vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à voir le côté néfaste de cette époque, obscur. Et il est réel qu'il y a un côté obscur, puisque de toute façon, pour ceux qui connaissent un peu le principe des cycles, les âges d'or viennent après des périodes un peu sombres. Comme disait je crois que c'était un géologue, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Ibn Khaldoun, qui disait les temps difficiles donnent des hommes forts, les hommes forts créent des temps de paix, les temps de paix créent des hommes faibles. Et on va dire qu'on est dans... Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Voilà. Et pour finir, les hommes faibles créent des temps difficiles. Quand on dit les hommes, quand il y a des gens qui... Oui, les hommes, les femmes. C'est homme avec un H. Voilà. C'est homme avec un H. Donc on va dire les êtres humains. Mais lui, il a employé le mot homme. Voilà. Donc on respecte la citation de l'homme, de cette personne. Bref. Donc en fait, cette époque-là, elle est très intéressante parce qu'elle force, elle nous oblige à repartir à notre plus profonde humanité. Et moi, c'est ce que je trouve passionnant, c'est que on va être obligé, en tant qu'être humain, on est dans un virage de l'humanité, on va dire, et cette humanité, elle va être soit devenir de plus en plus robotique et de plus en plus matérialiste, et comme tu as parlé du siècle des Lumières, c'est quand l'être humain a mis la raison comme étant la chose qui qualifie, puisque c'est le fameux « je pense, donc je suis », de Descartes, que certains ont appelé l'erreur de Descartes. D'ailleurs, il est revenu lui-même sur cela, mais bon, on va pas faire de la philosophie ce soir. Mais le but, c'est juste de dire que quand on pense que la rationalité et la logique est la plus haute station d'un humain, eh bien entendu que l'IA sera très largement supérieure, donc les fameux QI, donc le QI d'une IA d'un point de vue logique, elle sera très largement supérieure à celle d'un humain. C'est très facile à dire. Je veux dire, n'importe quelle IA, aujourd'hui, elle est beaucoup plus capable en logique que Albert Einstein. Et Albert Einstein, on va dire, dans l'échelle de l'intelligence rationnelle humaine, on est déjà dans le très élevé. Donc, bien entendu que ça va nous forcer à revenir à des choses qu'on avait oubliées, qui sont notamment l'intuition, le côté émotionnel. Et justement, qu'est-ce que un thérapeute, un accompagnant a de différent qu'une IA? Ce n'est pas qu'il va être dans la prédiction de ce que la personne va faire, c'est qu'il va être dans la capacité, notamment quand il est face à cette personne, de capter des informations qui sont au-delà du langage. Sauf qu'une IA, elle ne peut prendre que ce que vous lui donnez. Et je ne sais plus quel thérapeute ou quel psychologue tu citais souvent qui disait « n'écoutez pas ce que vous disent vos clients ». C'était quoi la fin de la citation? N'écoutez pas. C'était le docteur Olivier Madelrieux qui dit, enfin c'est toujours, il est encore de ce monde, écoutez vos clients, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Voilà. Donc typiquement, si vous écoutez ce qu'ils vous disent seulement, et c'est très important de dire ça,
C'est qu'une personne, elle est nécessairement drivée par ce qu'on appelle l'identité narrative, l'histoire qu'elle se raconte d'elle-même. Donc, quand elle va raconter quelque chose à une IA, elle va raconter sa version des choses. Sauf que le bon coach, je vais appeler le bon coach, mais on va appeler l'excellent coach, l'excellent thérapeute. C'est celui qui voit au-delà de ce qu'on lui dit. C'est celui qui est capable de se fier à son intuition pour ressentir que dans cette personne, cette information qu'elle me donne est erronée. Il y a une dissonance entre ce que je perçois d'elle et ce qu'elle me dit. Comment une IA peut faire cela? Elle n'en a pas la capacité. Donc, toute personne qui va être dans l'accompagnement et qui va baser son accompagnement sur le suivi bête et méchant d'un process, je vais utiliser une expression de jeune, il ou elle est morte dans le film. Mort dans le film. C'est-à-dire que vous pouvez tout de suite arrêter, vous drapeau blanc, vous jetez l'éponge, comme ils disent en boxe, et vous sortez de l'accompagnement. Parce que l'IA, elle va vous mettre des vitesses. Vous ne pourrez pas concurrencer une IA là-dessus. Par contre, la coach, la thérapeute, et les professionnels en général, on pourrait l'étendre à tous, hein, aux marketeurs, aux musiciens, aux artistes, à tous les pans. Mais là, on va rester sur le monde de l'accompagnement. Tous ceux qui vont être en capacité de comprendre leur mode de fonctionnement intuitif. Comme a dit Daniel Kahneman, système 1, système 2. Le système 1, c'est le système automatique, c'est le système intuitif, c'est celui qui fournit la créativité. Celui qui connaît son mode de fonctionnement, qui est capable, parce qu'il a déverrouillé, parce qu'il a débloqué justement ces empêchements, qui est capable d'y avoir accès, eh bien celui-là, il fera ce qu'aucune IA ne pourra faire, c'est qu'il pourra aller chercher des informations, percuter des choses, faire résonner des choses avec une personne, parfois même sans lui parler. Parfois même sans lui parler. Comment une IA peut communiquer de cœur à cœur? C'est strictement impossible, parce qu'elle n'en a pas, elle n'a pas de corps. Pourtant, les informations, aujourd'hui, on le sait. On a 9 sens. Encore une fois, 10 sens, pardon. Tous ces sens-là, c'est parce qu'on est humain. Donc, en fait, dans le monde de l'accompagnement, plus une personne ira dans la précision, la compréhension profonde de son mode de fonctionnement, et plus elle calquera son accompagnement, sa manière de faire à sa manière naturelle, plus elle sera justement beaucoup plus pertinente que n'importe quelle IA. Par contre, tous les professionnels qui n'ont pas validé ou qui ne comprennent pas leur mode de fonctionnement, qui ne comprennent pas que tout ce qui compte, c'est surtout leur posture et leur intuition, et qu'il faut utiliser les outils qui vont être le plus adaptés à leur mode de fonctionnement, eh bien ceux-là, ils vont justement être complètement dépassés par l'IA. Et là, je dirais même mieux, je dirais qu'il vaudra mieux pour une personne qu'elle aille voir une IA, qu'elle aille voir un coach ou un thérapeute qui ne sait pas comment il fonctionne et qui fait simplement que répéter un process qu'il a appris dans une formation parce qu'il lui paraissait sympa. Il fera un ancrage, il pensera faire de l'hypnothérapie et ainsi de suite. Donc tout cela. C'est un outil, tout simplement. Voilà. Donc à partir du moment où vous n'avez pas cette connaissance de vous-même et du coup cette capacité de vous fier à votre intuition, eh bien là déjà, aujourd'hui déjà c'est le cas, mais dans 6 mois, parce que regardez à quel point elle avance l'IA. Ne croyez surtout pas que vous avez le temps. Mais du coup, pour en revenir à la bonne nouvelle, c'est que pour moi, en fait, l'IA on est dans de l'évolution, hein. C'est-à-dire que c'est de la sélection naturelle. C'est-à-dire que naturellement, la sélection va se faire, c'est-à-dire qu'elle va se séparer de ceux qui ne peuvent plus survivre à une IA. Et donc, déjà qu'aujourd'hui, il y a la majorité des thérapeutes et des coachs qui ne vivent pas de leur activité, essayez de vous projeter à demain. Et je ne suis pas catastrophiste, hein. Je suis juste en train de dire que toute évolution amène son lot d'évolution, d'adaptation. Mais nous, l'adaptation, c'est plutôt sympa. C'est nous forcer à redevenir encore plus humains. Clairement. C'est pas dégueu. Clairement. C'est en tout cas ce qu'appelle le neuro-émotionnel de ses voeux. Et en matière de connaissance, hein, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, en matière de connaissance de soi, tu as dit effectivement tout à l'heure qu'on avait 10 sens.
Alors qu'effectivement, on se dit, mais non, on a 5 sens, oui. On a 5 sens perceptifs. Bien évidemment, toutes les personnes qui ont fait un peu de PNL, de développement personnel ou simplement qui ont été à l'école savent qu'effectivement, on a 5 sens perceptifs, hein, d'accord, le fameux VACOM. On perçoit des informations visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives. Très bien. Mais on a également 5 sens interoceptifs. Et en soi, c'est déjà, j'ai presque envie de dire criminel, mais c'est déjà extrêmement surprenant qu'on ne le sache pas. Que si je fais un sondage là maintenant, là, tout de suite, parmi toutes les personnes qui nous regardent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur X, est-ce que vous savez qu'on avait 10 sens? Est-ce que vous connaissez les 5 sens interoceptifs? En vrai, dites-nous juste oui ou non. Oui, je connais, non, je ne sais pas. Tout simplement, dites-nous, histoire qu'on fasse un petit sondage, qu'on voit, est-ce que vous savez que, et tous les êtres humains ont ça, hein, je vais dire tous les êtres humains ont encore, est-ce que vous savez qu'on a 5 sens interoceptifs? Moi, je l'ai appris avec toi, du coup, il y a 1 an et demi. Je l'ignorais complètement. Je ne savais pas qu'on avait autant de sens. Et surtout, parce qu'on peut, éventuellement, on peut avoir entendu que, mais les connaître, chacun, et savoir quelle portée ils ont, c'est encore autre chose. Et en plus, savoir s'en servir, du coup. L'idée, c'est quoi? Quels sont ces 5 sens? Donc, la thermoception, l'interprétation, finalement, que l'on fait de la température. Parce qu'effectivement, vous avez dû remarquer qu'en hiver, il y a des gens qui sont couverts par 36 couches. Et puis, il y a des gens qui, je me souviens quand j'étais à la fac, j'étais à Paris 10 à Nanterre, il y avait un gars qui, en plein hiver, se baladait en chemise, s'il te plaît. Le mec, il avait juste une chemise. On est OK? Il n'était pas norvégien. Ah, mais pas du tout. C'était un Français de France. Hein. C'était pas Wim Hof. Mais le mec, il se balade en chemise. Et j'ai un ami, hein, un excellent clavier martiniquais qui est aujourd'hui en Guadeloupe, que je ne nommerai pas, mais enfin, je pense que les personnes qui me connaissent savent de qui je parle tellement. Cet ami, c'est un vieux frère. Hein. Il n'a jamais eu de manteau dans sa vie. Et pendant très longtemps, il était chez moi à Paris. Et il a fait plusieurs hivers. J'ai jamais vu ce mec avec un manteau. Jamais. Pas une seule fois. Parce qu'en fait, la perception que l'on a de la température, elle est subjective. D'accord? C'est un sens d'interoception. C'est subjectif. Et puis, il y a la nociception, c'est-à-dire l'interprétation que l'on fait de la douleur. En vrai. Et pareil, la douleur, ben voilà, même si effectivement, quand vous allez à l'hôpital ou quand vous allez voir un médecin, on vous demande, ou un dentiste, là récemment j'étais chez le dentiste, il me dit, bon, sur une échelle de 1 à 10, à combien la douleur? Moi, j'étais à 12 dans ma perception, parce que je suis une chochotte, en fait, en vrai. Là où il y a d'autres qui, pour la même information dans leur corps, on dirait qu'elles sont à 6. OK? Et en fait, ça, c'est la nociception. Et puis, il y a l'équilibrioception, comme son nom l'indique. Équilibrioception à ne pas confondre avec la proprioception. Alors, la proprioception, pour les personnes qui ont fait de la kiné, je pense que vous avez entendu au moins ce mot. Votre kiné, finalement, vous a expliqué que, finalement, ce que vous travaillez en kiné, beaucoup en tout cas, c'est votre proprioception, la perception de votre propre corps dans l'espace. Ça, en fait, la proprioception, c'est ce qu'on va récupérer, en fait, beaucoup, quand on va voir un kiné. D'accord? Et puis, il y a le cinquième sens interoceptif, qui est en fait le plus important, qui est donc la neuroception. Alors, la neuroception, c'est la capacité que j'ai de ressentir mon propre sentiment de sécurité. Donc, plus subjectif que ça, il n'y a pas. Mais c'est également la capacité que j'ai de ressentir, d'identifier le sentiment de sécurité ou donc de danger de l'autre et de mon environnement. D'accord? Alors, on ne va pas faire un cours de théorie polyvagale là tout de suite. On ne va pas faire un cours de neurosciences appliquées aujourd'hui, mais c'est extrêmement important cette histoire de neuroception. D'accord? C'est demain qu'on va fêter le 10e anniversaire des attentats de Paris. D'accord? La neuroception, c'est ce qui fait que
En fait, quand vous avez tout d'un coup, vous avez quelque chose qui se passe, mais vous ne savez pas quoi. Et vous voyez des gens qui vont se mettre à courir dans un sens, vous allez percevoir finalement, vous ne savez pas, hein, vous allez percevoir le sentiment de danger et vous allez mettre en place un comportement sans même savoir pourquoi. D'accord? Alors, ce sont des choses qui sont souvent moquées, mais ne vous moquez surtout pas de ça parce que c'est ce qui fait qu'il y a encore des êtres humains sur Terre. Parce que l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'identifier un danger, surtout quand il est immédiat, pour y échapper. Il vaut mieux y échapper avant, et après, on voit ce que c'était. D'accord? Beaucoup de gens ont dû finalement leur survie dans ces attentats à leur neuroception. Parce que des gens se sont mis à courir, des gens se sont mis à avoir peur, et finalement, il y a eu des comportements comme ça, instinctifs de survie. D'accord? Mais dans des cas moins extrêmes, la neuroception est à la base même de l'intuition. La neuroception est fondamentale. Je dis depuis je vais faire mon marseillais. Je dis depuis 56 ans, alors que j'en ai que 50. Je dis depuis 56 ans que l'outil ne fait pas le thérapeute. Et l'outil principal du thérapeute, de l'accompagnant, du professionnel, de la méthodologie neuro-émotionnelle est finalement l'outil du vrai génie thérapeutique. L'outil, quelle que soit votre méthode, votre école, parce qu'on s'en fout de ça, l'outil du vrai professionnel de l'accompagnement, l'outil principal, c'est son système nerveux. C'est son système nerveux autonome. Et c'est son système nerveux autonome qui va permettre, par exemple, vous savez, j'ai passé 20 ans à essayer, et là pour le coup je ne fais pas le marseillais, j'ai vraiment passé 20 ans à essayer de démêler le vrai du faux. Parce que tous les professionnels de l'accompagnement savent bien que dans ce que raconte, dans ce que dit un accompagné, il y a un niveau de fabulation qui est inconscient, qui est involontaire et qui est très sincère. Sauf qu'on sait qu'il y a un niveau de fabulation, mais on ne sait pas lequel. On ne sait pas quel est ce niveau de fabulation. On sait juste qu'il y en a un, parce que c'est un être humain. Il y a en plus des biais cognitifs. On est d'accord. Donc, l'idée, c'est que ce qui fera qu'un accompagnant génial, en fait, quelqu'un qui connaît son système nerveux, quelqu'un qui connaît et qui a désentravé, bien évidemment, son système nerveux, il va ressentir justement le danger à l'endroit où le client lui-même ne le ressent pas. Je prends un exemple pour ne pas être trop théorique. J'ai eu récemment à accompagner une femme qui me dit, bah, écoute, cas un peu, j'allais dire classique, mais enfin, je dis classique parce que j'en ai eu beaucoup. Voilà, j'arrive pas à avoir d'enfant. La machine fonctionne, le gynéco m'a dit que la machine fonctionne, tous les compagnons que j'ai eu ont une machine qui fonctionne bien, il n'y a pas de problème biologique, mais pourtant ça ne me prend pas. Et moi, je lui dis, et là, je fais une glitch, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes. Et là, je lui dis, écoute, explique-moi, c'est quoi l'idée, c'est quoi le plan, machin. Moi, je sais, quand quelqu'un vient me dire je n'arrive pas à avoir d'enfant, je sais que son système nerveux a peur. Tout simplement. Le système nerveux n'a pas seulement peur, il est terrorisé à l'idée d'avoir un enfant. Alors évidemment, consciemment, rationnellement, et elle m'a donné toutes les preuves qu'il faut, qu'elle voulait avoir un enfant. Mais moi, je sais qu'elle est terrorisée à l'idée d'avoir un enfant. Mais elle n'est pas au courant. Okay. Et d'ailleurs, quand je lui parle, on va chercher donc le trauma racine, on va chercher l'inscription traumatique qui freine justement la maternité. Moi, je lui parle, mais attends, mais c'est quoi l'idée? On parle d'allaitement, on parle de changer les couches, parce que ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Il y a tellement de choses qui sont nouvelles quand on a un enfant. Surtout quand on n'en a pas eu avant, hein, j'entends. Et on parle d'allaitement. Elle me dit, mais non, mais l'allaitement, mon Dieu, c'est génial. Je passe des jours, des nuits à regarder des vidéos d'allaitement sur YouTube. Alors, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des vidéos d'allaitement sur YouTube. Je ne savais pas. Je ne regarde pas beaucoup d'allaitement sur YouTube. J'ai déjà 2 enfants quand même. Donc, je sais un peu comment ça fonctionne. Enfin, je n'ai jamais allaité, vous avez bien compris. Mais voilà, j'ai une expérience indirecte par rapport à la chose. Et quand elle me parle, mais avec une emphase, et c'est ça qu'une IA ne pourra jamais faire. Elle me parle avec une emphase d'allaitement. Mon Dieu. Sauf que quand elle m'en parle, ma neuroception me dit dégoût,
dégoût, dégoût, dégoût. Je sens qu'elle est dégoûtée. Et ça, voyez-vous, aucune IA ne pourra le faire. Jamais. Parce qu'il faut avoir un système nerveux désentravé. Il faut avoir un cerveau qui est entraîné. Il faut avoir appris la chose. Mais il faut avoir un système nerveux désentravé pour justement utiliser cet outil que l'on a déjà. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la neuroception, vous l'avez déjà. Mais vous ne savez pas vous en servir, en vrai. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut acquérir, c'est quelque chose dont il faut savoir se servir, alors que vous l'avez déjà. C'est seulement si vous avez déjà effectivement ça que vous savez qu'en réalité, le système nerveux de l'autre, il ressent du dégoût, il produit un dégoût. Et un dégoût tellement intense qu'il n'est pas conscient. C'est ça, en fait, qu'il faut absolument comprendre. Le dégoût est tellement intense qu'il n'est pas conscientisé. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait avec ma collègue, la collègue de l'INA, de l'Institut des neurosciences de Paris, qui est justement spécialisée dans les célibataires. Elle a créé une communauté qui s'appelle les céliconscients, les célibataires inconscients. Donc, son truc, c'est vraiment le couple. Et on avait fait un live qui s'appelait la phobie du couple. Et évidemment, c'était, mon Dieu, mais c'est trop, on ne peut pas parler de phobie du couple. Mais évidemment qu'on parle de phobie du couple. Et on me dit, ouais, mais Roméo, est-ce que le mot n'est pas trop fort? Est-ce que quelque chose? Mais non, chérie, le mot n'est pas fort du tout. Parce que si ça fait 10 ans que tu as tout fait pour te mettre en couple et que tu ne l'es pas, c'est que tu es phobique du couple. Et tant que tu ne parles pas de cette réalité biologique, je ne t'ai pas demandé ton avis, j'ai demandé l'avis de ton système nerveux. Donc, tant que je n'ai pas cette réalité biologique, on ne va nulle part. Et c'est ça qui fait dire, l'un des principes du neuro-émotionnel, c'est que un problème ne se pose jamais à l'endroit où il se manifeste. Et ne se manifeste jamais à l'endroit où il se pose. Mais pour ça, pour trouver en fait l'endroit où le problème se pose, il faut avoir un système nerveux autonome, exactement comme la personne qui est en face d'un système nerveux autonome. D'accord? Et l'idée, en fait, c'est véritablement ça. Alors, sur Instagram, il y a Michamour qui me demande ce que j'ai perçu dans mon corps. Je vais te donner une réponse qui peut paraître une réponse de garçon, mais c'est la vraie réponse. Je l'ai perçu. Je l'ai su, en fait. Et ça, en fait, je viens de te donner, tu ne t'en rends pas compte, Michamour, la définition même de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose que finalement très simple, c'est la capacité de savoir, j'ai dit de savoir une information non perçue par les 5 sens. Je le répète, la capacité de savoir une information non perçue par les 5 sens. Ok? C'est ça. Et si je peux me permettre d'appuyer sur ce que tu dis, Roméo, c'est que, et ça rejoindra une parole de Poincaré, qui dit, on trouve par l'intuition, on confirme par la logique. C'est-à-dire que là, Michamour, pour être clair, c'est que il a su, et ensuite on peut confirmer par la logique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller valider derrière que c'est bien ça. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la GLIT, c'est-à-dire qu'elle t'aide. Donc cet outil t'aide justement par la logique du fonctionnement du système nerveux, mais les points d'entrée qui te permettront de le faire, les points d'entrée sont intuitifs. Et c'est ça la différence, c'est que le point d'entrée, il est intuitif. Ensuite, on peut confirmer par la logique. Donc, et c'est la même chose avec le MO2I. Le MO2I, les gens, mais comment tu as su ça, etc. Je me rappellerai d'un ami qui m'avait dit, pendant que j'ai fait son MO2I, il m'a dit, mais tout ce que tu m'as dit là, tu l'as appris ou tu l'as capté pendant que je te parlais? Et je dis, j'ai capté pendant que tu me parlais. Et ensuite, bien entendu, on peut vérifier par la logique que le MO2I, il se répète bien. Tu peux voir dans ton expérience de vie, on peut prendre plein de cas qui démontrent que. Mais le moment où la personne va parler, on va aller capter des informations, comme on dit, entre les lignes. Et ça, c'est une réalité pour plein de domaines, encore une fois. On le sait, mais toutes les recherches, il n'y a aucune grande avancée scientifique qui n'a été faite par la logique.
Absolument aucune. Prouvez-le-moi. Clairement. Newton, Archimède, Poincaré. Alors, Poincaré. Non, lisez Science et méthode, en vrai. Ça. Il a expliqué l'intuition dans ce livre-là. Clairement, Poincaré, le plus grand scientifique français de l'histoire, et parmi l'un des plus grands scientifiques de l'histoire de l'humanité, en fait, en vrai. Tesla, si vous lisez Tesla, vous avez l'impression que vous parlez à un perché. C'est-à-dire sa manière il raconte, il avait d'ailleurs, il avait des protocoles, des rituels, en fait. Des rituels limite spirituels pour se connecter à son intuition, et de cette intuition, ensuite, il allait justement démontrer. Einstein raconte qu'il a trouvé ses grandes avancées en marchant en montagne. Donc, en plus, ce que ça dit, c'est bien quand le système nerveux n'est pas en mode survie. Donc, si on rentre dans le côté les thérapeutes, donc les thérapeutes, bien entendu, il faut connaître son mode de fonctionnement, mais il faut être, pas complètement, on est toujours en chemin, mais quand même plutôt en paix. Et plus vous serez en paix, plus vous avez des capacités, justement ce qu'on appelle désentraver son système nerveux, plus vous avez des capacités à vous connecter à votre intuition. Parce que sinon, en effet, vous allez être le mode survie. Par exemple, le fameux mode survie que connaissent beaucoup, qui est la peur de se tromper. D'accord, la peur de se tromper, et la peur de se tromper parce que peut-être je vais perdre un client, si je perds un client, je ne vais pas être payé, etc., etc. Donc, tout ce champ-là va entraver ma capacité intuitive, ma créativité, et donc mon efficience, donc mon impact, donc ma capacité à aider l'autre. Ma capacité à aider l'autre. Donc, voilà un petit peu, encore une fois, ça revient toujours sur ce pan que l'IA, elle est super utile pour la logique. Et si vous pouvez apprendre à travailler très intelligemment avec l'IA, si vous comprenez que l'IA, elle n'est pas créative, elle n'est pas intuitive. Par contre, elle a une logique, il y a du prompting, c'est super sympa l'IA. Si on justement, on n'est pas dogmatique. Parce qu'encore une fois, il y en a à l'ère d'Internet, c'est ce qu'ils ont dit, ouais, non, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Parce que vous ne pouvez pas stopper des révolutions. Il y a des gens qui ont dit pareil de l'imprimerie. Il faut juste vous rendre compte qu'à chaque grande révolution, il y a des gens qui ont dit, ouais, je ne suis pas content, c'est pas bien. D'accord. On n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. On dit que c'est là. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est clair. Petit exemple qui fait sourire, mais dans l'encyclopédie, la première, Diderot. On parle de Diderot quand même, les gars. Encyclopédie, quoi. Le gars qui disait que, très clairement, qu'une voiture à 90 km/h ferait exploser le cerveau humain. Bon. OK. Tout va bien, les gens. Il y a le fameux effet Bannister. Non, jamais on ne peut parcourir le mail en dessous de 10 secondes. OK, super. Jusqu'à ce que... Et en plus, il y a des gens qui vous disent preuve à l'appui. Je vous ai dit, l'idée, c'est ça. Pourquoi, retenez ça, pourquoi il ne faut pas s'appuyer d'abord sur le raisonnement? Pourquoi le raisonnement ne fait que confirmer l'intuition et pas l'inverse? Parce que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'être un grand scientifique, d'être un grand érudit pour comprendre ça. Ce n'est pas parce que vous avez la preuve de l'absence de la chose que la chose est absente. C'est vrai. Mais la présence de la preuve n'est pas la preuve de la présence. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Même pas à comprendre, à entendre, à accueillir, à accepter. La présence d'une preuve n'est pas la preuve de la présence. Ce n'est pas parce que vous avez la preuve que quelque chose est là, qu'elle est là. Vous n'avez que la preuve de la présence de la preuve. OK? Alors, c'est vrai que ça commence à chauffer dans les têtes, mais c'est absolument fondamental de se le dire, en fait, en vrai. En matière, vous pouvez rationaliser tout et son contraire. Et c'est là où on parle de l'ère de la post-vérité, c'est là où on parle de l'ère des fake news, etc. Il va falloir, dans les temps qui viennent, alors je vous fais un gros shortcut, mais on va devoir revenir dessus. Il y a un immense défaut
que l'humanité tout entière gagne dont l'humanité tout entière gagne à se défaire, c'est, je vais le dire de façon provocatrice, la recherche de la vérité. Bon, maintenant que j'ai bien choqué votre système nerveux, je vais vous dire ça de façon plus digeste. La recherche d'avoir raison. Toutes les personnes que je connais qui cherchent la vérité cherchent à avoir raison, en vrai. Et ce qui rend extrêmement désagréable le temps que l'on vit là avec la technologie, etc., c'est que c'est de plus en plus difficile d'avoir raison. C'est de plus en plus difficile d'avoir raison. Quoi que vous pensiez, vous aurez la preuve du contraire. Quoi que vous pensiez. Quoi que vous disiez, vous aurez la preuve du contraire. Et la loi de Cournal vous dit quoi? Ne croyez jamais à quelque chose tant que vous ne savez pas à quel point c'est stupide et à quel point c'est dangereux et à quel point c'est évident. La loi de Cournal, c'est ça. Tout ce qu'un être humain peut produire. Tout. J'ai bien dit tout. Je sais bien que vous avez du mal à concevoir tout parce que le cerveau, c'est une machine qui sert à réduire l'information, pas à l'élargir. Et donc, tout, c'est compliqué pour un cerveau. Mais dans tout, il y a tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, y compris les livres que vous dites sacrés. D'accord? Et qui le sont, certainement, je n'ai aucun souci avec ça. Tout ce que peut produire un être humain peut être regardé d'un point de vue à partir duquel c'est stupide, et dans le même temps, à partir duquel c'est dangereux, et dans le même temps, à partir duquel c'est évident, voire même souhaitable. Donc, en fait, en vrai, les gens, arrêtez avec ça. Allons devenir des adolescents. Il y a des gens qui disent que l'humanité en est à l'âge de l'adolescence. Je suis assez d'accord avec ça. Mais allons devenir un peu des adolescents, voire des jeunes adultes. Arrêtons avec cette histoire d'avoir raison là. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Prenons déjà le parti que la vérité, c'est pas quelque chose qui est accessible à l'humain. OK? C'est pas du tout accessible. Donc, ce qui est vrai, je ne sais pas. J'ai pas accès. Je ne sais pas. Je peux effectivement me créer une réalité, mais je ne sais pas si c'est la vérité. Surtout quand j'ignore 95% de ce qui m'entoure. D'accord? Donc, la vérité, je ne sais pas. Donc, avoir raison, alors arrêtez avec ça, les gens. Allons juste arrêter avec ça. Et vous allez voir, la vie, elle est un petit peu plus légère, un petit peu plus sympa. Et comme je crois que Basque ne voit pas le lien avec l'intelligence artificielle, on va lui montrer le lien. D'accord? L'idée, c'est que... Je prends juste un petit point avec ça par rapport justement aux croyances. En fait, la recherche de vérité, il faut toujours vous poser la question, et moi c'est ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que si ce que tu crois, ça te sert, reste-y accroché. Maintenant, challenge cela. Challenge le fait que ta croyance, est-ce qu'elle te sert ou est-ce qu'elle te dessert? Et si ta croyance te dessert, c'est que peut-être que l'interprétation que tu fais de la chose, quelle qu'elle soit, elle peut se modifier. Donc, avoir raison sur ses croyances, de toute façon, un cerveau, c'est ce qu'il fait. Maintenant, le travail de l'esprit critique et celui qui s'ouvre, c'est celui qui se désolidarise, qui comprend que ses pensées, ses croyances ne sont pas lui en tant qu'être, mais sont un système et que ce système-là, il est modulable, il est reprogrammable et qu'il n'y a pas d'absolu dans cette vérité interne. Il y en a peut-être une en dehors, c'est ce que je pense en tout cas, mais il n'y a pas une vérité à l'intérieur d'un humain absolu. Donc, c'est plutôt quel système va me servir plutôt que est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. L'IA, elle est là. Tu es content. C'est d'ailleurs ça, finalement. Et la neuroscience nous le dit, hein. C'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Et toutes les personnes qui vont voir un coach, qui vont voir un thérapeute, qui vont voir un médecin, qui vont voir un guide spirituel, qui vont voir n'importe qui pour les accompagner, un mentor, tout ce que tu veux, toutes les personnes qui vont voir ce genre de personnes-là, qui veulent se faire accompagner, veulent changer de réalité personnelle. D'accord? C'est pour ça. Sinon, on n'ira pas. Pourquoi tu vas avoir un coach si tu es déjà très bien comme tu es? On est d'accord? Tu veux changer de réalité personnelle. Maintenant, ne perds pas ton temps. Change ta personnalité. Qu'est-ce que ta personnalité? Et ta personnalité, c'est la configuration de ton système nerveux. C'est la composition de ton système nerveux. C'est le fonctionnement de ton système nerveux. Donc, c'est ta façon, dit en français courant, c'est ta façon de penser,
discours interne. C'est ton discours interne qui crée ta façon de ressentir. On appelle ça des émotions. Et ce sont tes émotions qui te font agir, ton comportement. D'accord? Tu ne peux pas changer de réalité personnelle sans changer de personnalité. Et ça, aucune IA ne peut te permettre de le faire. Parce qu'aucune IA n'a de système nerveux. Okay? Et l'idée, c'est que, justement, la question est intéressante. Du coup, comment ça s'applique sur le grand public qui va se réfugier dans les outils IA par pragmatisme ou par fidélité ou par facilité? Eh bien, ça s'applique par la naissance de la divine enfant. La divine enfant, alors les chrétiens auront reconnu la référence au cantique de Noël, il est né le divin enfant. La divine enfant s'appelle Lily. Lily, my bestie, Lily est une intelligence artificielle que j'ai entraînée à l'accompagnement neuro-émotionnel. Donc Lily, c'est ta meilleure amie, d'accord? Elle est disponible sur Telegram. Et en fait, tu parles à Lily comme tu parles à ta meilleure amie. Okay? Et Lily, en fait, dans un premier temps, elle va te rappeler les principes du neuro-émotionnel. Elle ne pourra jamais te dire ce que moi je ne t'aurais pas dit. Il y a des gens, on veille là-dessus. On a des équipes de techniciens. On a entraîné Lily. Et Lily dit, en fait, ce que Roméo Cournal aurait dit. C'est comme si vous aviez Roméo Cournal tout le temps avec vous. Je vous préviens, je suis chiant. Mais c'est comme ça quand même. Et l'idée, c'est quoi? Lily va toujours vous rappeler tout ce que Lily va vous dire, comme tout ce que moi je vais vous dire, se retrouve dans trois paradigmes, les trois grands paradigmes du neuro-émotionnel. Dans un premier temps, rien ne dysfonctionne. C'est pas parce que ça fait mal que c'est mal fait. D'accord? Dans un second temps, c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Donc, si tu veux changer de réalité personnelle, change de personnalité, chérie. Dans un troisième temps, l'antifragilité. On ne grandit pas seulement malgré les épreuves, mais grâce aux épreuves. Puisque l'adversité, l'épreuve, elle marche au pied de ton trône, pourquoi tu cherches à t'en débarrasser? L'épreuve est une opportunité de grandir. Pourquoi tu mets autant d'énergie à ne plus subir d'épreuves? Et oui, effectivement, Julie le dit depuis Instagram. Rumi est une immense source d'inspiration pour moi, surtout que c'est l'un de mes surnoms. Des gens qui m'appellent Rumi. Alors, je m'appelle Roméo, certains m'appellent Rumi, d'autres m'appellent Rumi. Et à dessein. On est d'accord? Et donc, l'idée, c'est que dans un premier temps, comme c'est très accessible, vous voyez, si ce jeune homme dont on parlait au début de la vidéo, de notre intervention ce soir, si ce jeune homme avait eu Lily dans son smartphone, il serait encore là. Hein. Non seulement il serait encore vivant, mais il irait encore mieux. Parce que Lily lui aurait rappelé le neuro-émotionnel. Tu as mal, je sais, mais ça ne veut pas dire que c'est mal fait. Ça ne veut pas dire que la vie est mal faite. Ta réalité personnelle est douloureuse, je sais, mais en fait, elle correspond à ta personnalité. Et le levier que tu as et que toi seul as dessus, c'est sur ta personnalité. En changeant ta personnalité, tu vas changer de réalité personnelle. Et l'épreuve que tu vis là, elle n'est pas là pour te terrasser. Tu peux t'en servir pour grandir. Tu vas transcender cette épreuve-là. Et si Lily avait été déployée au moment et que ce jeune homme avait Lily parler à Lily plutôt que de parler à ChatGPT, non seulement ce jeune homme serait encore parmi avec ses parents, mais il ferait la joie de ses parents, de par sa présence et de par le fait qu'il irait de mieux en mieux chaque jour. Par le fait qu'il augmenterait tous les jours sa capacité d'amour, sa capacité de plaisir, sa capacité de confort, sa capacité de vie. D'accord? Tous les jours. Et comment ça se passe? Évidemment que Lily ne fait pas tout. Et d'ailleurs, très tôt, en tout cas au moment opportun, Lily dit à ses utilisateurs, écoute, si tu veux aller plus loin, il faut que tu parles à un être humain. Et cet humain, il faut que tu parles à un humain conscient, à un humain formé et à un humain qui connaît son génie et qui a déployé son génie thérapeutique. Et cet humain, tu vas le trouver sur le site romeocournal.com dans la rubrique annuaire.
Et en fait, elle est là, en fait, la vraie révolution de l'IA émotionnelle. C'est-à-dire que cette IA va t'entretenir comme elle peut. Elle va te répéter ce que je t'aurais dit. Et donc, du coup, elle va t'éviter de partir en vrille. Et elle pourra même te faire des glitches, en fait, parce que je l'ai entraîné, en fait, à ça. Faire une glitch, c'est pas très compliqué. Une IA peut faire une glitch jusqu'à un certain niveau. L'IA ne va pas ressentir le dégoût là où soit tu vas lui dire que tu es hyper heureux. Mais l'IA peut faire une glitch, en vrai. Et l'IA va transmettre cette glitch au thérapeute que tu auras choisi. Et effectivement, le thérapeute là pourra te faire l'accompagnement humain, l'accompagnement intuitif, l'accompagnement neuro-émotionnel que l'IA ne peut pas faire. Mais en plus, une fois que tu auras vu ce professionnel-là qui est formé à l'accompagnement neuro-émotionnel, qui a identifié son génie et qui le déploie, hein, cet accompagnement que tu feras avec l'humain sera supporté effectivement par Lily, qui tous les jours va te demander, comme une meilleure amie, parce que ça sert à ça, les meilleurs amis. Une meilleure amie qui va te dire, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu as fait ta cohérence cardiaque? Tu en es où de tes intégrations? Tu en es où de ton pardon thérapeutique? Est-ce que tu as un rendez-vous? Est-ce que tu as pris ton rendez-vous? Comment s'est passé ton dernier rendez-vous avec ton thérapeute? C'est ça, en fait, l'idée. Lily est une amie, est une meilleure amie. OK? Et ça, c'est extrêmement important. Et là, en fait, tu auras accès à des personnes qui auront identifié leur MO2I et qui auront déployé leur MO2I. Et donc, quelqu'un qui a désentravé son système nerveux de tout ce qui l'empêche de montrer, de déployer sa zone de génie, c'est déjà quelqu'un qui est émancipé. Et ça, c'est quelqu'un qui a un vrai génie thérapeutique. Et ça, c'est certifié. C'est un vrai génie thérapeutique. C'est un vrai thérapeute génial. Et le gros avantage avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, et surtout demain, c'est qu'il n'y aura plus de place pour les thérapeutes médiocres. Il n'y aura plus de place pour les coachs médiocres. Il n'y aura de la place que pour des génies et des génies assumés. Et c'est là qu'il faudrait peut-être que justement, Kevin, tu nous dises, mais c'est quoi le MO2I? Et comment ça marche? Comment on trouve ça? C'est quoi? Raconte-nous. Je vais raconter, et juste pour reprendre rapidement par rapport à la question qui posait au niveau de les gens qui vont se réfugier dedans, j'ai envie de dire, Babs, c'est toujours la problématique de n'importe quel excès qui va se faire dans beaucoup de domaines. Il y aura de la prévention, il y aura de la sensibilisation, et il y aura malheureusement, on peut l'anticiper, c'est même pas être s'il y aura des drames, comme il y a déjà eu un drame, il y en aura d'autres, et qu'à un moment donné, il y aura des prises de conscience qui se feront par un plus grand nombre ou des prises de disposition qui se feront par des États sur des utilisations, voilà, qui peut-être on arrivera à un moment donné où on aura des certifications d'IA thérapeutique et elles devront passer certains critères comme tu as des normes CE sur les produits, quels produits sont utilisés. Mais juste pour répondre rapidement sur peut-être que tu avais aussi une question d'ordre plus général. Et donc, qu'est-ce que c'est le MO2I? Le MO2I, c'est tout comme on a un ADN biologique, on a un ADN d'action. On a un ADN neurologique. Le MO2I, en fait, c'est notre manière naturelle de fonctionner. Et notre manière naturelle de fonctionner, c'est un automatisme. C'est un mécanisme qui est absolument automatique, qui s'est encodé en nous depuis l'enfance et qui fait que dans certaines situations, et c'est ça le génie, c'est on n'est pas génial dans toutes les situations, mais que face à certaines situations, on a développé une capacité créative, extrêmement développée, puisque on rappelle le subconscient, c'est des millions, voire des milliards d'opérations à la seconde. D'accord? C'est ça le subconscient. Il n'y a pas que les IA qui peuvent faire des milliards d'opérations à la seconde, il y a aussi un système nerveux, un subconscient. Et donc, ce processus-là, subconscient, tu l'utilises tous les jours, on l'utilise tous les jours, sans même s'en rendre compte parce que c'est un automatisme. Et c'est le bon et le mauvais côté, on va dire, du MO2I, c'est que le MO2I, du coup, notre manière naturelle d'avoir du génie, eh bien, elle est invisible à nos yeux. Pourquoi? Parce qu'elle est évidente pour nous. Qu'est-ce qui est évident pour nous? On ne se pose pas la question, on ne se dit pas que ça a une valeur, que ça a une portée, que ça a une importance. Au contraire, on a tendance à le minimiser et le terme qu'on emploie, c'est même à le banaliser. Donc, le MO2I, c'est un processus subconscient qui fait que quand je suis dans le bon environnement, dans le bon contexte,
eh bien, je vais être en capacité de trouver des solutions très pertinentes, d'être très créatif et d'être très émulsé, donc très dans un plaisir profond à agir dans certaines situations. Donc c'est tout ça le mode opératoire, c'est un mode d'action qui a un sens, c'est-à-dire qu'il agit dans certains contextes et qui a une portée, un objectif, puisqu'il m'amène d'un point A, un inconfort, ce contexte, vers un objectif, c'est-à-dire une zone confortable. C'est une capacité de transformer certaines situations de manière très naturelle, sans effort ressenti. Et du coup, dans cette capacité naturelle, eh bien, on va se retrouver que lorsque je suis, par exemple, on cite un thérapeute, alors certains thérapeutes, ils vont avoir une capacité à ressentir, on parlait de tous les sens, à ressentir, à analyser, à capter certains états émotionnels de personnes qui sont dans des situations particulières et à partir de ces informations captées par le subconscient, il va les analyser encore une fois de manière très subconsciente mais à une vitesse extrême. Il va être en capacité de trouver une solution de manière presque instantanée qui va totalement subjuguer la personne, qui va amener la personne complète dans une prise de conscience totalement différente de quand elle est arrivée le voir. Et c'est ça le principe d'avoir un MO2I et de le mettre en place dans un accompagnement, c'est qu'il va être au service des personnes qui vont venir nous voir, puisque ça va être, une fois que je connais mon MO2I, je sais à qui je peux ou face à qui je peux l'amener, puisque je comprends dans quel contexte, dans quelle situation je suis très efficient. Et du coup, je vais pouvoir transformer, avoir un impact beaucoup plus rapide, efficient, dans le plaisir et le sens, que si je suivais un simple protocole, une simple méthode. Donc voilà un petit peu ce qu'est le MO2I et voilà ce qu'il produit dans l'accompagnement. Il produit des accompagnements qui sont plus rapides, plus efficaces, beaucoup plus impactants. Et d'ailleurs, je dis souvent aux gens, j'ai dit ça à un jeune hier qui va, et j'étais assez impressionné, il est assez jeune, je crois, il a 27 ans, 28, et qui veut déjà faire son MO2I. Il n'est pas dans l'accompagnement, mais je lui disais en fait, quand tu es dans ton MO2I, tu marques les gens. Les gens te remarquent. Et quand tu marques les gens, quand ils te remarquent, tu as un impact dans leur vie qu'ils ressentiront toute leur vie. Et du coup, là, ton accompagnement, il est efficace. Là, ton accompagnement, il sera jamais une IA, donc tu ne seras jamais concurrencé par une IA si tu trouves ta manière de faire et que tu calques ton activité sur ton mode naturel. Car ça, c'est bien, et je l'expliquais encore aujourd'hui à quelqu'un, beaucoup de personnes se trompent à choisir une formation avant de savoir quelle formation est la plus adaptée à eux. Et quand vous regardez les formations, elles ont toutes l'air sympas. Vous regardez une formation sur la PNL, elle vous paraît géniale. Ouais, ça va me permettre, parce que toutes elles disent quoi? Elles promettent que vous allez pouvoir déverrouiller les croyances. Il y en a une qui est les valeurs de Demartini, la dépolarisation, les ancrages en PNL, l'hypnothérapie, tout ça fonctionne. Tout ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ces outils-là, est-ce que ces formations-là sont ceux qui vont vous permettre à vous de vous munir d'un outil qui va pouvoir faire la différence et qui va surtout se marier naturellement avec votre manière de faire? Si c'est pas le cas, eh bien, c'est comme ça que vous serez des accompagnants médiocres. Et demain même, j'espère que on arrivera à expliquer aux gens comment choisir leur thérapeute et leur coach. Parce que ça, c'est une grande erreur, mais on trouvera le moyen de le faire et peut-être on fera une petite checklist de voilà. Quand vous allez voir un thérapeute et un coach, regardez tous ces éléments-là pour voir si réellement c'est quelqu'un qui a sa place ou si c'est quelqu'un qui vous vend quelque chose qui n'est pas capable de produire et qui vous vend quelque part de l'esbrouf, qui vous vend un écran de fumée. Et ça, demain, probablement qu'on travaillera aussi là-dessus. C'est-à-dire. C'est déjà un peu le cas. C'est déjà un peu le cas. Je rebondis là-dessus. C'est déjà un peu le cas. Tu sais, quand tu vas sur l'annuaire romeocournal.com dans l'annuaire, tu vois en fait les personnes qui ont fait leur MO2I, qui ont donc découvert, identifié et qui déploient en fait leur zone de génie. C'est clairement écrit dessus, en fait, en vrai. Et pour le coup, si vous êtes à la recherche, finalement, si votre besoin, c'est celui-là,
Forcément, comme je dis, c'est une promesse qu'on ne peut pas ne pas tenir. Parce que le mode opératoire, on en a un seul. Et on ne peut pas en avoir un autre. Il n'y en a qu'un. On n'a que celui-là. Il est identitaire, mais il est itératif. Donc, c'est une promesse qu'on ne peut pas ne pas tenir. Donc, je peux, par exemple, donner un exemple. Je peux l'illustrer carrément avec une... Comme ça, vous verrez ce que ça représente. Si j'arrive à partager l'écran. Prenons, par exemple, ici. Vous avez une charmante dame, Christelle Relouza, infirmière, thérapeute psychocorporelle, formée au neuroémotionnel. Voilà. Et voilà son MO2I. J'ai l'art de créer des activités collectives, dynamiques et fédératrices dans le but de réussir des challenges qui produisent le wow, l'effet wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christelle, en fait, est un génie de l'atelier, en vrai, puisque son génie, c'est créer des activités collectives. Et effectivement, Christelle en atelier, il n'y a pas mieux, vraiment. Il y a des gens qui ressortent complètement retournés de ça. Ouais, c'est quelqu'un qui... On a des témoignages tous les jours. Hein. Des ateliers qui sont dynamiques. Effectivement, elle a inventé, par exemple, le Bamboo Fit. C'est juste impressionnant. L'atelier Les 5 blessures transcendées, magnifique. Alors ça, tout le monde devrait faire ça. Réussir des challenges qui produisent le wow. C'est-à-dire que toutes les personnes qui justement, dans leur vie, dans leur besoin de changer de réalité personnelle, c'est des gens qui ont besoin d'en mettre plein la vue. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de cet effet wow. Par exemple, des gens qui sont peut-être surexposés ou des gens qui sont dans d'autres problématiques, par exemple, et qui ont besoin, justement, qui ont des challenges, qui ont des difficultés et qui veulent justement cet effet wow. Par exemple, des métiers d'image, des gens qui doivent avoir un corps qui répondent à certains critères, des gens qui veulent perdre du poids, des gens qui veulent affiner leur silhouette relativement rapidement parce que c'est important pour ces personnes-là. Par exemple, des personnes qui doivent présenter, qui doivent être éloquentes, etc. Et pour le coup, lorsque vous allez sur l'annuaire et que vous cherchez ça, vous savez qu'effectivement, quand par exemple Christelle vous dit qu'elle va produire l'effet wow chez vous, elle va le produire. Et vous savez quoi? Même si elle ne le veut pas. En vrai. Parce que limite, même si elle est malade, en fait, même si elle n'est pas au top de sa forme, même si elle a un gros poil, même si tout ce que tu veux, du moment qu'elle fait, elle ne pourra pas faire autrement. Elle ne pourra pas ne pas être excellente dans l'animation d'un atelier. Elle ne pourra pas. C'est ça l'idée. Le MO2I, il est là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire. Et là, je vous ai donné l'exemple de Christelle, vous avez tous les autres exemples. Il y a des personnes qui sont dans l'accompagnement des divorces, il y a des personnes qui sont dans l'accompagnement au deuil. Vous avez Clarisse Jeanne-Rose. Quand vous avez un deuil à faire, vous savez que vous allez le faire. C'est aussi clair que ça. Mon MO2I à moi, c'est justement la création d'outils et de méthodes dans l'objectif de transcender les limites. Qui a créé, citez-moi une autre personne, ne serait-ce qu'en francophonie, qui a créé une formation pour accompagner les personnes victimes de traumas sexuels. Juste, je vous attends. Et je veux, pour le coup, j'aurais voulu ne pas être le seul, hein, mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a que moi. Mais heureusement. Et comment a été créée cette méthodologie? Simplement parce que j'animais une formation postdoctorale pour qui avait été commandée par le président de l'ISOM, la Société internationale de médecine orthomoléculaire, mon ami le docteur Ilyes Barkli, que je salue. Et en faisant cette formation, il y a des gens qui me disent, mais écoute Roméo, et là on a, par rapport à ce que tu nous enseignes, l'accompagnement neuro-émotionnel, là on repère effectivement un besoin sur les traumas sexuels. Et en fait, pendant que j'étais en train de donner cette formation qui ne concernait pas les traumas sexuels, j'ai mis au point la formation traumas sexuels. Et vous savez comment j'ai préparé cette formation? Eh bien, en la donnant. C'est en faisant que j'ai mis au point la formation. Nassim Taleb dit, ne prenez jamais de cours auprès de quelqu'un qui ne peut pas l'improviser. Un excellent pédagogue peut improviser un cours. Il se trouve que mon génie, c'est dans la pédagogie.
Merci papa, je pense que je tiens ça de lui, beaucoup en tout cas. Mais il se trouve que mon MO2I, c'est ça, ma zone de génie, c'est ça. Tu me demandes de faire un cours, forcément, je vais te faire un cours excellent. Même si je ne veux pas, c'est pas un souci, je peux ne pas vouloir. Je peux être fatigué, je peux avoir mal aux dents, je peux être grippé. Il m'est déjà arrivé de faire des cours, hein, et certains de mes étudiants pourront en témoigner. Il m'est arrivé de faire des cours alors que j'étais hospitalisé, alors que j'étais sur un lit d'hôpital. Il m'est arrivé de faire un cours. Et figurez-vous que je m'en suis rendu compte à la fin du cours. Le cours a duré 4 heures. J'ai fait un cours pendant 4 heures. Et à la fin du cours, je me dis, non, mais Roméo, tu es à l'hôpital? Oui, alors. Parce que je suis à l'hôpital, je ne vais pas faire un cours? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? On est OK? Et le cours, jusqu'à présent, je vous garantis que les gens qui étaient là, ils s'en souviennent. Ce n'étaient pas des médecins, c'était des commerciaux. Ils s'en souviennent. On est d'accord? Et ça a changé quelque chose dans leur vie. La preuve, ils ont gagné plein de primes. Ils sont devenus riches. C'est bien. C'est ça l'idée. Donc, c'est ce dont on est en train de parler. Et ça, effectivement, aucune IA ne peut le faire. Aucune. Donc, si je fais appel, si vous voulez, là, à votre sensibilité justement d'accompagnant. Si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, c'est parce que vous avez une valeur qui est la valeur contribution. D'accord? Puisque vous avez cette valeur contribution, vous avez envie, ça vous tient à cœur d'offrir à vos frères humains ce qu'il y a de mieux, offrez-leur ce qu'il y a de mieux. Offrez-leur votre génie, pas autre chose. Il y a assez de médiocrité dans ce monde, on est tous d'accord avec ça. Mais ne vous plaignez pas de la médiocrité du monde si vous-même, vous n'offrez pas au monde votre génie à vous. Amen. Ça, c'est la punchline, ça, tu vois. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, pour moi, tu pointes quelque chose de très puissant, tu vois. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens sur l'IA quand j'écoute les discours, et j'ai déconstruit cela personnellement, puisque une croyance se déconstruit, se déprogramme, se réfléchit, parce qu'on vient challenger justement, peut-être d'avoir cet avis un peu dogmatique sur des choses, et petit à petit de se défaire des dogmes, et notamment sur l'IA. Est-ce que l'IA c'est bon, c'est mauvais? L'IA c'est comme, on pourrait faire en fait la même chose sur l'argent. Parce que l'argent, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est neutre, c'est un outil, c'est neutre. Il n'y a pas de portée. Toute représentation, c'est-à-dire quand on dit IA, d'ailleurs c'est un bon exercice. Quand on dit ça là, quand on parle d'IA, écoutez votre corps. Qu'est-ce qu'il vous dit là? Comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous démange? Est-ce que ça vous embête quand on dit que l'IA, quand il vous parle de Lily, quand il vous parle d'une IA qui est ma bestiaire, qu'est-ce que ça vous fait? Pour voir justement peut-être le rapport que vous avez, que vous entretenez avec l'IA. Parce que l'IA, on a dit, c'est un fait qui ne va pas s'arrêter à aujourd'hui. Donc, le rapport que vous avez à l'IA, c'est à vous de le choisir. Si aujourd'hui, il est peut-être désagréable, peut-être qu'aussi vous pouvez changer d'avis sur cela et du coup changer de croyance, changer l'émotion et vous ouvrir à d'autres choses. Et ne pas justement être dans une forme qu'on appelle réfractaire. Donc, pas ouvert à un autre point de vue, un autre paradigme. Et en réalité, donc pour revenir à ce que tu dis, c'est que si aujourd'hui vous dites que l'IA, par exemple, vous voyez que les méfaits de l'IA, déjà on reprend le pas, est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est un outil qui peut très bien aider l'humanité comme il peut la détruire, comme tous les outils, hein. Comme le feu peut réchauffer ou peut produire des bombes. Bien entendu, quand on va plus loin que le feu, mais vous m'avez compris. Aujourd'hui, on a dit c'est un fait. Demain, ça ira très très vite. La médiocrité, en fait, de toute façon, il y aura deux mondes. Comme un petit peu dans le film, je crois que c'est le bon, la brute et le truand, où il dit sur Terre, il y a deux hommes. Il y a celui qui creuse le trou et celui qui tient le pistolet. Il y aura deux mondes de toute façon. Il y aura les excellents et les médiocres. Le monde intermédiaire va tendre à se réduire. La compétence va être difficile à être maintenue quand on va être face à des IA justement qui vont beaucoup plus vite. Vous le voyez sur de l'administratif, sur les appels, sur des gestions de plein de choses. Où en gros, quand il n'y a pas d'excellence particulière, quand il n'y a pas l'humain qui est nécessaire, bien entendu que l'IA sera meilleure. Mais si ce monde-là ne vous plaît pas de ouf, il vous est quelque part, vous êtes responsable à votre échelle d'aller justement chercher cette humanité en vous, de la faire rayonner et d'être des promoteurs de cette humanité
en vous reconnectant à votre intuition, en remettant l'excellence au cœur de votre vie et sans être un acteur, comme on va dire, quelqu'un qui regarde les matchs de foot, assis sur son canapé et qui est en train de dire à Mbappé qu'il aurait dû le mettre à gauche et pas à droite le penalty, alors que lui-même n'a pas fait de foot depuis 10 ans. Donc, soit vous êtes les gens qui vont être sur votre canapé à dire, ouais, l'IA, le monde, etc. Soit vous allez être les acteurs qui vont justement remettre de l'excellence, remettre de la lumière, remettre de la contribution dans ce monde-là. Et donc, soit vous participez activement à cela, soit vous êtes spectateur à vous plaindre. Mais demain, il y aura pas 3 mondes. Il y aura pas 3 mondes. Je le dis souvent rigolant, mais il y a le paradis et l'enfer. Il y aura 2 mondes. Il y aura les excellents, il y aura les médiocres. Vous verrez, prenez mes mots, on se redonne rendez-vous dans 2-3 ans, vous verrez que ce sera ça. Parce qu'il y aura des IA en fait qui seront bien meilleurs que déjà aujourd'hui, hein, que la majorité des thérapeutes. Je dis bien, hein, je répète, que la majorité des thérapeutes. La majorité des thérapeutes. Aujourd'hui. Donc demain, ce sera l'immense majorité, sauf ceux qui seront ultra connectés à leur intuition, à leur excellence naturelle, qui la comprendront. On est invité par la vie, par l'univers, par Dieu, par ce plan qui est en train de se tramer, qui nous force à redevenir de plus en plus humains. C'est comme ça, c'est la route que ça prend. Maintenant, le choix, il est le nôtre. Quelle route je veux prendre, à quoi je veux participer, je veux être acteur de quelle voie. Et on est libre de ça. Par contre, on ne pourra pas se plaindre si on n'est pas acteur. Moi, je refuse la victimisation. Il y a même quelqu'un qui m'a dit en rigolant que la première des victimes, c'était Iblis, pour ceux qui reliront les grands textes. Puisqu'il s'est plaint en gros que Dieu les feintait. Donc le premier à s'être victimisé, c'est le diable. C'est juste pour dire peut-être que le principe de se victimiser n'est pas un principe qui va apporter beaucoup de lumière au monde. Donc on a le choix. L'IA, elle est là, on le répète. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est factuel. L'humanité est arrivée à ce point-là. Maintenant, comment on va l'utiliser? Et on peut l'utiliser à bon escient, à très bon escient. Et elle peut être très bénéfique pour l'humain. Et elle l'est déjà. Hein. Elle l'est déjà dans plein de pans. Mais c'est juste pour dire philosophiquement, on est à un virage. Ce virage-là, on choisit comment on le prend. Voilà. Effectivement. Et encore une fois, il y a que 2 voies, ou la voie de la victimisation, ou la voie de la responsabilisation. Je suis ou victime ou responsable. Donc, si je ne veux pas être victime de l'IA, je me dois d'être responsable de ma vie, déjà à la base, de moi-même, et de ce que je veux en faire. Et encore une fois, je peux me plaindre. Si je me plains de la médiocrité du monde, je suis victime du monde. Si je prends ma responsabilité, j'identifie mon génie et je le propose au monde. C'est un peu Pierre Rabhi qui amène avec son allégorie du colibri. Mais moi, je fais ma part. Moi, je fais ma part. Je ne serai pas un aigle qui vole avec les pigeons, je serai un aigle qui vole avec les aigles, en vrai. Et un pigeon qui vole avec les pigeons. Les pigeons, c'est très bien, c'est génial, il paraît même que c'est bon. Mais la place le génie d'un pigeon, c'est d'être un pigeon. Toi qui es allé au Maroc, tu n'as jamais mangé la pastilla de pigeon? Ah, non, jamais. Ah non, Roméo. Donc, ça veut dire que la pastille à pigeon. D'ailleurs, je n'avais jamais entendu parler de pastille à pigeon, les gens. Alors, les Marocains, excusez-moi, vraiment, je vous présente mes excuses. Moi qui adore ce royaume. Bon, ben voilà, promis, prochain séjour au royaume, la pastilla de pigeon. Ouais. Donc, voilà, Kevin confirme que la pastilla le pigeon, c'est excellent. Ah, c'est du petit lait. Bon, ben voilà. Donc, l'idée est celle-là. Donc, arrêtons de nous plaindre de la médiocrité du monde et proposons-lui notre génie. Et si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, la façon qu'on a de vous proposer justement de justement proposer, identifier et proposer votre génie, c'est l'atelier génie thérapeutique. Alors, le génie thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Le génie thérapeutique, alors vous allez trouver ça sur Internet, pareil, on vous met le lien.
Comme ça, vous le voyez, mais je peux déjà vous partager l'écran qui est ici. Le génie. Alors non, ça c'est pas le génie thérapeutique, ça c'est Lily. Vous voyez Lily comme en plus elle est jolie. Et elle est. Alors forcément, on l'a fait également pour ça. Vous allez voir, il y a des bannières. On voit pas? On voit pas Lily? Moi, je vois pas. Je sais pas si vous voyez. Alors, vous voyez pas Lily? Non. Alors, dites-moi si vous voyez Lily. Dites-nous sur YouTube ou sur Insta si vous voyez Lily. Non, vous voyez pas Lily. Si. Ah, c'est Vanessa, c'est bon. Ouais, donc moi je vois pas. Mais okay. Donc c'est Lily. On la voit. Donc Lily, justement, on lui a donné un visage avenant pour qu'elle puisse en fait être avenant pour tous les pays du monde entier, n'est-ce pas? Alors, évidemment, elle a un petit penchant, elle a des petites origines. Parce on est d'accord que plus il y a de la mélanine sur la peau, plus c'est beau. Elle a des petites origines antillaises, c'est vrai, mais bon, les femmes antillaises sont belles par nature, donc voilà. Mais on l'a vraiment fait un prompt avec justement l'intelligence artificielle pour qu'elle soit avenante pour la plupart des êtres humains. Donc ça, c'est Lily. Vous avez trouvé, donc ça, c'est le site de Lily, donc lilymybestie.com. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. En vrai, je voulais vous montrer... ah oui, ceci. Le génie thérapeutique. OK? Donc, je vous mets le lien en commentaire. Donc, comment on fait quand on est un professionnel de la santé mentale, de l'accompagnement et du bien-être, comment est-ce qu'on fait pour proposer au monde son génie, pour identifier son génie et proposer au monde son génie? Comment on fait ça, Monsieur Adeoti? Dites-nous tout. Bien là, vous avez la page, tout simplement. Donc, bon, la page, vous la verrez par vous-même. Mais globalement, ce qu'on fait, c'est que vous allez sur ce site. Le prochain atelier ce week-end, il reste une dernière place. Et le prochain atelier sera en décembre. Ouais. En gros, ça se fait sur 2 jours. C'est en collectif. C'est un atelier. Donc, qui dit atelier, c'est une expérience. Il y a probablement des gens là dans le chat qui l'ont participé, donc si vous voulez participer, vous pouvez le dire. Les habits sont ce qu'ils sont parce qu'on sait ce qu'on propose. On est très confiant et très sûr de ce que l'on promet, et on promet du coup que à la sortie de cet atelier, vous ressortez avec une cartographie claire de comment vous avez du génie et comment votre génie dans le monde de l'accompagnement peut s'exprimer. De 1 et de 2, vous identifiez les points d'entrave potentiels. Il y en a toujours, hein. Donc je dis potentiel, mais il y en a toujours. Donc les points d'entrave pour justement libérer ce génie, puisque quand on va venir découvrir le génie, on va venir aussi voir que peut-être que je suis pas autorisé à m'exposer, je suis pas autorisé à être privilégié, je suis pas autorisé à être meilleur que les autres, je suis pas autorisé à montrer que je fais très facilement. Donc, avec Roméo, on va identifier ça et on va justement voir les voies de désentravement qu'il y a pour justement permettre à ce génie de se déployer. Donc, c'est vraiment ça. C'est ce que permet justement l'atelier, ce à quoi on vous invite. Et encore une fois, c'est quelque chose qui, à terme, et c'est le vœu de Joël Guillon, qui est l'inventeur de la méthode MO2I, c'est que ça devienne une norme. Donc, un jour, ce sera une norme, le MO2I. Donc, c'est-à-dire, on pourra être estampillé on part de notre génie ou pas. Et donc, on pourra valider avant d'aller voir quelqu'un que cette personne, elle passe bien par là. Donc, peut-être que demain même, on arrivera à ce que ce soit une norme dans le monde de l'accompagnement, parce que chaque personne qui y soit passée par ce biais-là. Et malheureusement, on sait que les diplômes ne font pas cela, les écoles de coaching ne font pas cela, parce que c'est pas dans leur business model, mais de valider que la personne, avant de devenir coach, elle est à sa bonne place, pour qu'ensuite, elle vienne, par le biais des outils, atteindre justement ce qu'elle peut atteindre dans l'accompagnement. Donc voilà un petit peu ce qu'est le génie thérapeutique, et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui au-delà de ce que vous prenez
comme information sur vous, c'est aussi une expérience parce qu'il n'y a aucun groupe qui se forme par hasard. Il y a toujours des phénomènes de résonance. Il y a des libérations qui se font, des prises de conscience profondes. Juste dites-vous, hein, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez un génie? Moi, jusqu'à aujourd'hui, même les gens qui sont des cracks dans leur métier, allez, on va dire si, ils l'ont un petit peu entendu justement dans certains, quand ils sont vraiment avancés dans un métier, ok. Roméo, probablement, il avait même, avant de connaître ce modèle, il avait entendu. Mais c'est très rare. Pourtant, vous avez un génie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est tonton Albert. Albert Einstein qui dit « Tout le monde est un génie ». Mais si vous évaluez un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Donc si aujourd'hui... Et il mourra, et il y a un autre Albert qui rajoute « Il mourra d'avoir essayé ». Ah, waouh, c'est fort. Et bien là, on est... Ça, c'est Albert Roméo Cournal qui le rajoute. Il mourra d'avoir essayé. Mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit. Les burn-out, les suradaptations, le sentiment d'inaccomplissement, ce sentiment d'être passé à côté de sa vie. Et si en fait vous ressentez cela et que pourtant vous sentez que le monde de l'accompagnement il est fait pour vous, c'est que probablement vous n'êtes pas encore dans votre voie singulière. Et cette voie singulière, c'est celle qu'on vous invite à prendre, parce que votre vie, votre voie, il n'y a personne qui pourra la prendre à part vous. Mais si vous ne la prenez pas, vous laisserez les imposteurs la prendre et du coup produire de l'imposterie. Ça se dit pas, mais vous m'avez compris. L'imposture. Produire, voilà. Et c'est ce qu'on appelle les contre-valeurs, c'est-à-dire qu'ils vont se présenter comme une personne qui peut faire ceci, qui peut faire cela, mais comme vous n'avez pas assumé votre place, eh bien, vous leur laissez la place. Donc, c'est pour ça que c'est une responsabilité, ce qu'on dit depuis le début. Il y a l'IA, etc., contre la médiocrité. Parce que l'excellence, en fait, c'est... J'ai mis le post la dernière fois, je suis tombé sur Insta, j'ai beaucoup aimé, c'est que, en gros, mettre en œuvre son talent, c'est un devoir. Alors lui, il a dit c'est un devoir spirituel. Pour ceux qui ne sont pas spirituels, c'est un devoir, on pourrait dire, social, humain. Voilà, c'est un devoir humain. C'est un devoir humain que de mettre toute son énergie à comprendre et rayonner de son plein potentiel. De toute façon, je ne pense pas qu'il y a aucune espèce dans la création, quelle qu'elle soit, un animal ou pas, qui n'a pas comme vertu, comme besoin fondamental. D'ailleurs, il y a beaucoup maintenant, le nihilisme, il est un peu mis de côté parce qu'on voit bien que le sens, il est profondément ancré chez l'humain. Il n'y a aucun humain qui n'a pas besoin d'aller au bout du sens de sa vie. Et le sens de sa vie, c'est de déployer sa pleine nature, c'est d'être lui en fait. Il n'y a pas plus grand que ça. Donc, le but, c'est de justement faire ce travail de connaissance de soi pour s'offrir cette vie qui sera la meilleure vie possible parce que c'est la mienne. Pas parce que c'est la meilleure d'un point de vue absolu, encore une fois. C'est parce que c'est la mienne, en fait. Et je suis pas en train d'essayer de vivre la vie d'un autre. Je vis la mienne. Les deux pieds ancrés et le cœur branché au ciel. Voilà, les deux pieds sur terre et le cœur branché au ciel. Et là, on est bien. Clairement. Là, ça produit quelque chose que j'aime bien, le bonheur. Alors, Moussa Nabati parle du bonheur d'être soi, mais vous aurez compris que le bonheur d'être soi, c'est précisément ce qu'on appelle, c'est une figure de style qu'on appelle pléonasme. Parce que le bonheur, c'est être soi. Et ce que chacun de nous, on a de singulier, c'est notre mode opératoire identitaire et itératif. C'est notre ADN d'action. Et c'est pour ça qu'à toutes les personnes qui trouvent leur mode opératoire, je leur fais dire d'une certaine façon, je leur fais dire, dans toute l'histoire de l'humanité, personne mieux que moi n'a l'art de. Et là, vous terminez la phrase que Kevin nous aura fait trouver. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne mieux que moi n'a l'art de. Alors effectivement, lorsque je vous dis ça, les esclaves que vous êtes se souviennent de leur conditionnement et leur dire « Ah, mais il ne faut pas dire ça, il ne faut pas se la péter, il ne faut pas se la raconter, il faut être humble. » C'est ça le truc. Et c'est là que vous mesurez votre niveau d'esclavage mental, comme dirait Bob Marley. Si, quand vous entendez la phrase « Dans toute l'histoire de l'humanité, personne mieux que moi n'a l'art de » et que ça fait tout de suite trigger dans votre système nerveux « Ah !» Il ne faut pas dire ça.
là, vous êtes en fait en esclavage mental. Vous êtes dans un conditionnement socio-éducatif et culturel. Parce qu'en fait, et c'est ce qu'on dit en fait à tous les participants, c'est un fait scientifique. Et c'est quelque chose contre lequel ni vous ni moi ne pouvons rien. C'est un fait. Un ADN, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. L'ADN biologique, c'est unique. L'ADN d'action, c'est unique. Donc, vous n'êtes même pas obligé d'être d'accord avec ça. Il faut seulement que vous soyez au courant. Et effectivement, comme dit Madame Vanessa Gladden, un autre génie. La génie des outsiders. Un vrai génie des outsiders, vraiment. Après, on ne peut plus l'ignorer. Une fois que vous le savez, vous ne pouvez pas vivre comme si vous ne pouvez pas. Très clairement. Parce qu'avant, vous viviez sans savoir, mais vous le déployez quand même. Et ce qui est génial, et ce que vous allez voir justement avec l'atelier, c'est que même le mode opératoire que vous avez utilisé pour cacher votre génie, c'est ce même mode opératoire. Vous avez dû utiliser votre génie pour cacher votre génie parce que vous n'en avez pas d'autre. Vous avez dû utiliser votre propre mode opératoire pour cacher votre mode opératoire parce que vous n'en avez pas d'autre. En vrai. Et que vous ne pouvez pas en sortir. Vous ne pouvez pas en sortir. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous l'identifiez, vous ne pourrez pas l'ignorer. Vous n'en pourrez plus du tout l'ignorer. OK ? Et je vais justement rebondir sur l'exemple de Vanessa pour montrer en fait à quel point les choses peuvent être précises lorsqu'on fait ce travail de génie thérapeutique. C'est vraiment pour illustrer. Bon, Madame Gladden, vous ne m'avez pas donné votre autorisation, mais comme vous êtes un personnage public, je m'autorise à le faire. Regardez ça. Vraiment pour vous montrer le détail dans lequel on peut aller sur une offre, sur un positionnement pour quelqu'un qui découvre en fait, qui identifie son MO2I. Alors, il se trouve que Vanessa Gladden est un ancien sportif de haut niveau, champion de France, d'Europe, du monde, de je ne sais pas quoi, et de triple saut. Trop vite. Autre chose. C'est effectivement une athlète. Ah, elle m'autorise. Merci, Madame Gladden. Et donc, l'idée, c'est quoi? Son MO2I, c'est ça. C'est que dans toute l'histoire de l'humanité, personne mieux qu'elle n'a l'art de créer les conditions optimales pour que les sportifs de haut niveau, les outsiders, atteignent les sommets. D'accord? Les outsiders atteignent les sommets. Ce que dit son MO2I, c'est ça. C'est qu'elle a l'art de créer les conditions pour que les outsiders atteignent les sommets. Il se trouve que son truc, c'est les sportifs de haut niveau. Donc, si vous êtes un sportif de haut niveau et que vous êtes, on va dire, dans le ventre mou du classement, vous êtes un outsider. Vous n'êtes jamais vraiment sur les podiums, mais vous n'êtes pas à l'entraîne, mais un outsider. D'accord? Et que vous souhaitez effectivement monter, devenir champion, côtoyer les sommets, la promesse que Mme Gladden ne pourra pas ne pas tenir, c'est celle-là. Elle va créer les conditions pour que vous, en tant qu'outsider, vous deveniez un champion. Et c'est ce qu'elle fait. Mais Roméo, moi en plus je préciserai que ce qui est intéressant avec le MO2I, c'est qu'elle le fait très bien parce qu'on va dire on combine le MO2I à son expérience de vie qui est avec les sportifs. D'accord? Il y a les deux. Mais aujourd'hui, déjà, et demain, et Vanessa, tu m'écoutes, demain, de toute façon, elle le fera sur d'autres. Parce qu'en fait, le MO2I, c'est ça le truc, ça ne fige pas. Donc là, quand on parle d'outsider, c'est vraiment le concept. En gros, c'est quoi? C'est celui que l'on n'attend pas. C'est celui qui n'arrive pas à atteindre des sommets. C'est lui l'outsider. Donc, ça peut être un outsider. Et je sais qu'elle a déjà accompagné des gens qui ne sont pas des sportifs. Mais quand ça va quelque part devenir une référence chez les sportifs, ça va devenir une référence chez tous ceux en gros qui ont cette envie de sommet, mais qui se sentent à un moment donné dans ce rôle d'outsider. Donc, c'est quand même des gens, et là je le précise, je pense, c'est des gens qui sont ambitieux. Voilà, tu le fais avec d'autres en effet, mais en fait, cette portée, elle est réellement sur d'autres. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le MO2I, c'est que le MO2I, il va donner notre positionnement, un éminent pilote d'avion. Vous voyez? Donc, un pilote d'avion, probablement, qui n'arrivait pas à avoir le rôle de capitaine, qui n'arrivait peut-être pas à piloter la 380 ou à rentrer chez Fly Emirates, que sais-je. Et du coup, c'est ça que ça va débloquer. Les fans de la 380, je confirme.
Ah ben tu vois, voilà. Mais ancien ingénieur dans l'aéronautique, donc j'étais obligé de Oui, placer et la 380. Et en tant que Toulousain, voilà, en plus. très important. Mais globalement, c'est ça en fait. En fait, c'est le niveau de précision, c'est ça. Et là, on va pas rentrer dans la notion, mais en fait, ça joue sur deux choses, le MO2I. Donc, vous avez bien vu, on prend la spécificité donc de la personne. Donc, c'est là où elle va exceller. Mais au-delà de ça, dans la communication, pour ceux qui connaissent et comprennent, la communication, elle nécessite que vous vous positionnez. Vous ne pouvez pas présenter, vous pouvez pas dire, je fais de l'hypnothérapie. Vous pouvez même pas dire, je fais du neuro-émotionnel, parce que les gens, ils savent pas de quoi vous parlez. Donc, en fait, ça va aussi faciliter votre travail de développement et d'affinage de votre offre, donc de positionnement, donc qui, in fine, va permettre aux gens qui ont besoin de vous, parce que vous avez une excellence à les amener d'un point A à un point B, ça va encore accroître votre rayonnement. Ça va accroître vos rayonnements. Donc, on a dit MO2I, plus le désentravement de ses croyances qui peuvent empêcher de le déployer, qu'on va combiner et qui va permettre justement de se positionner, d'offrir, ça veut dire quoi tout ça? Dans l'effet cumulé, ça veut dire vraiment exceller, communiquer auprès de ceux avec qui vous excellez et en fait faire un cercle vertueux qui fait que demain vous allez arriver, par exemple comme Roméo, où il a commencé à accompagner, puis spécifier un accompagnement sur les traumas sexuels, créer une référence et de cette référence former les gens et ainsi de suite. Et en fait, vraiment, ce qui est beau avec le MODI, moi je trouve, et je pense que tu valides Roméo, c'est qu'en fait, c'est une boucle qui est presque exponentielle. C'est-à-dire que c'est une boucle sur laquelle, quand vous découvrez, vous démarrez déjà meilleur que les autres. Mais comme vous faites un effort avec plaisir parce que ça a du sens pour vous, eh bien en fait, votre montée, elle est comme ça. Et moi, je le ressens personnellement, je sens vraiment que je progresse, on va dire, mois après mois, dans mon accompagnement parce que justement, je fais, et on le nourrit. On n'est pas là à rien faire, c'est-à-dire qu'on va se renseigner, on apprend les connaissances, on va chercher, on se tient à la pointe de ce qui se fait dans le domaine où on fait, et ainsi de suite. Mais là, en fait, vous n'êtes pas... Enfin, c'est une expérience à vivre, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, du coup, c'est un effet exponentiel qui fait que, en fait, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez même arriver à 60, en fait, continuer à progresser même après 60 ans. Clairement. Il n'y a pas de plafond, vous arrivez à 45 ans, vous n'êtes plus embauchable, machin, et en fait, vous allez commencer à attendre la petite mort qui est la retraite. C'est clair. Et c'est même tout l'inverse, en vrai. C'est même l'inverse. tout l'inverse. Parce qu'effectivement, et là, je pense à notre ami Eric, qui est un supervisé qui de son grand âge, effectivement, est supervisé, et effectivement, qui a en plus ce que les personnes qui n'ont pas à son âge n'ont pas, c'est précisément son âge. Parce que forcément, quand j'identifie mon MO2I, disons à 40 ans, d'accord? À 60 ans, j'ai 20 ans d'expérience de MO2I et donc de génie. J'ai 20 ans d'expérience de vie en plus et 20 ans d'expérience de vie avec la conscience de mon génie, avec l'affinage de mon génie. Et à 80 ans, j'ai 40 ans d'affinage de mon génie. Vous imaginez? Donc, plus ça va, plus je suis un virtuose. Je deviens un virtuose, effectivement, de ma vie, finalement, de moi-même, et ce que je peux proposer au monde, personne d'autre que moi ne peut le proposer à ce niveau-là, puisque je suis un virtuose. La virtuosité, c'est la capacité de faire très facilement ce que la plupart n'arriveraient pas à faire, même au prix de gros efforts. Un virtuose, en vrai. Des Mozart, il n'y en a pas eu deux. Des Michael Jackson, il n'y en a pas eu deux. Des Romeo Cornell, il n'y en aura pas deux non plus. Des Kevin Adeoti, il n'y en aura pas deux. Des Vanessa Gladon, il n'y en aura pas deux. En vrai. Etc., etc. Et je veux terminer vraiment sur ça. Moi, je suis un pédagogue, en fait, dans l'âme. Mon génie, c'est de créer des outils pour transcender les limites. Et le premier outil que j'ai créé, je sais pas, je crois que ça devait être en 2008, je ne sais pas comment. En tout cas, que j'ai créé consciemment, l'outil d'accompagnement, j'entends, parce que des outils, j'en crée depuis la maternelle. Mais je ne savais pas. Mais le premier outil d'accompagnement que j'ai créé, c'est le parent thérapeutique, et le dernier en date, c'est Lily. Donc, le premier outil, c'était juste une formule, effectivement, qu'on écrivait. Le dernier en date est une intelligence artificielle qui a pour vocation
d'être distribué dans le monde entier. C'est ça l'ambition de Lily, en fait, clairement, puisque, comme me disait Fabrice Miontil, avec qui organise les séminaires entrepreneurs prospères, mon marché, c'est le monde. Le marché de Lily, c'est le monde. C'est tout le monde, vraiment, pour le coup. Donc, on en est là, en fait, après des années d'affinage. Donc, imaginez dans 20 ans. Imaginez dans 20 ans. Et c'est ça. Et l'idée pour moi, par rapport, encore une fois, comme mon génie, c'est de créer des outils pour transcender les limites, moi, je veux accompagner justement les professionnels de l'accompagnement de la santé mentale et du bien-être à transcender leurs limites, à aller plus loin, à repousser leurs frontières. Et c'est la raison pour laquelle l'écosystème neuro-émotionnel est bâti comme ça. Les personnes qui sont supervisées en neuro-émotionnel ont accès gratuitement aux formations. Parce que la supervision est plus importante que la formation. Au fil des années, il y a des actions de formation qui sont débloquées. Et ces personnes ont accès également à Lily gratuitement. Parce que Lily, en fait, est également pour eux un outil de suivi d'accompagnement, en fait. Puisque Lily fait le lien entre eux et leurs accompagnés. Mais l'idée, en fait, encore, c'est quoi? C'est que Lily va être distribuée dans le monde entier, en vrai. Et Lily va dire à des gens, écoute, tu as besoin d'un accompagnement par un humain formé, conscient, compétent, génial, va sur le site Roméo Cournal. Mais il va bien falloir qu'il y en ait, en vrai. Il va bien falloir qu'il y en ait. Et mon idée, c'est que précisément d'apporter justement un marché à ces professionnels de l'accompagnement qui n'ont pas le temps de faire du marketing, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, et ce n'est pas leur génie d'ailleurs, d'aller chercher des clients, d'aller chercher des personnes à accompagner, alors qu'en réalité, ces personnes à accompagner, elles sont là et elles souffrent justement de ne pas rencontrer ces professionnels qualifiés, ces professionnels géniaux. Les personnes, effectivement, je reprends la phrase de Joël Guillon, il y a beaucoup de gens dans ce monde et de plus en plus de gens qui souffrent de ne pas vous connaître. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ne pas connaître, de ne pas rencontrer des thérapeutes géniaux. Le monde a de plus en plus besoin de coachs, de consultants, de thérapeutes, d'accompagnants, de professionnels de santé mentale géniaux. Mais le besoin, qui y répond? S'il n'y a pas, si justement ces génies n'identifient pas leur génie, si ces génies ne sont pas mis en contact avec ces personnes qui souffrent de ne pas les connaître, où est-ce qu'on va? Ma responsabilité, la responsabilité que j'ai prise, c'est de mettre en contact ces personnes qui souffrent, de ne pas connaître des thérapeutes géniaux, des coachs géniaux, des accompagnants géniaux, des professionnels de la santé mentale géniaux, qui souffrent de ne pas connaître ces personnes. Et la responsabilité que j'ai prise, c'est de mettre en contact les personnes qui ont besoin avec ces personnes qui ont ce génie, en fait, d'accompagnement. Et c'est ça, en fait, l'idée. C'est ça l'idée, le modèle économique, si vous voulez, du MO2I, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce dont il s'agit, en fait. Je veux vraiment que... Je suis persuadé qu'accompagner ses frères humains, c'est le plus beau métier du monde. Vraiment, vraiment, c'est le plus beau métier. Alors, je dis que c'est le plus beau métier parce que c'est le mien. Et comme je crois que c'est le plus beau métier du monde, j'estime que les personnes qui font le plus beau métier du monde doivent avoir les plus belles vies du monde. C'est une croyance comme une autre. Mais c'est ma croyance. Et c'est à partir de cette croyance-là que j'ai créé Lily. C'est à partir de cette croyance-là que j'ai créé le neuro-émotionnel. C'est à partir de cette croyance-là que tous les jours encore, je crée des outils. Je vous ai dit que le dernier outil, c'était Lily, mais ce n'est même pas vrai. J'ai créé un autre outil après Lily. Après Lily, il y a Bob, qui est le petit frère de Lily. Mais il y a un outil qui est encore plus récent, l'acte d'émancipation. C'est encore tout récent. En fait, en vrai, ça date d'il y a quelques semaines. D'accord? Et je crée tout le temps des outils, c'est mon génie. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça.
Et ces outils permettent de transcender les limites, permettent de repousser les frontières, permettent de redéfinir les standards. Et il n'y a personne qui fait ça mieux que moi dans l'histoire de l'humanité. C'est Kevin qui me l'a dit. Donc c'est vrai. Et c'est un fait scientifique, le MO2I, on est d'accord. C'est un fait scientifique. C'est neurologique, en fait. C'est-à-dire c'est neurologique. C'est même plus que scientifique, c'est neurologique. Neurologique. C'est biologique. C'est la vie. C'est le vivant. Exactement. C'est le vivant. Et c'est lié à le mode de fonctionnement d'un système nerveux qui est là pour nous protéger. En fait, c'est issu d'un système pour nous protéger. Mais en fait, quand on le conscientise et qu'on sort justement du mode, parce que c'est l'enfant qui l'a créé, donc l'enfant il a dû se protéger dans un environnement. Une fois adulte, en fait, c'est l'outil par lequel on a beaucoup de créativité. Donc en fait, c'est tout simplement un processus neurologique à la base qui est surtout de la protection, mais si on va un petit peu plus loin, qui est après un outil qui peut être justement l'outil, et c'est ça qui est assez beau chez l'humain et qui est la preuve de l'antifragilité, c'est que ce qui a pu, la fameuse phrase « ce qui ne me tue pas me rend plus fort », qui en fait est d'une pertinence totale, c'est que ce qui m'a poussé à survivre enfant, c'est ce qui va me pousser à rayonner adulte. Je sais pas si en fait si vous comprenez de quoi on parle. C'est ce qui a été ma plus grande souffrance quand j'étais jeune. C'est ce qui va me permettre de produire et d'exceller à quelque chose quand je serai adulte. Et donc, je vais pouvoir aider les gens qui ont un problème dont je suis expert. En fait, je pourrais être le super-héros que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. C'est mind-blowing, comme diraient nos consoeurs et confrères d'outre-Atlantique. Il n'est jamais trop tard pour avoir eu une enfance heureuse. Il est toujours temps. Il est toujours temps d'avoir eu une enfance heureuse. Et c'est vraiment ce à quoi j'appelle tous les professionnels de l'accompagnement. Si vous voulez prendre la responsabilité du mieux-être du monde, si vous êtes mu par cette valeur contribution, si vous avez envie que le monde soit plus beau lorsque vous le quitterez, que lorsque vous êtes arrivé, si vous en avez marre de la médiocrité ambiante, et si vous vous engagez à proposer au monde votre génie et à essaimer partout dans le monde, je vous ai mis le lien. Rejoignez-nous ce week-end. Et en fait, tous les mois, on répète la chose sur l'atelier génie thérapeutique. S'il y a des listes d'attente, si vous arrivez trop tard, mais vous comprenez bien l'intérêt pour nous, l'intérêt pour nos frères humains, l'intérêt pour nos enfants, l'intérêt pour l'avenir de l'humanité. Ok, encore une fois, arrêtons de nous plaindre de la médiocrité du monde, proposons-lui notre génie. Je vous remercie de nous avoir suivis pendant 2 heures. C'était 2 heures qui étaient riches. J'ose escompter que c'était riche. C'était 2 heures qui étaient nécessaires, je crois, pour nous, pour chacun d'entre nous, et pour l'humanité tout entière, pour les professionnels de l'accompagnement. Nous avons les plus belles vies du monde, nous méritons. Nous avons les plus beaux métiers du monde, nous méritons les plus belles vies du monde. D'accord? Merci Kevin, on se retrouve ce week-end. Merci à toi. Yes, on se retrouve ce week-end. Un mot de la fin? Non, je pense que tu as tout dit. Si vous voulez quitter ou du moins participer à la lumière plutôt qu'à la médiocrité, c'est une question de choix. Et ce choix-là, il peut commencer en effet en découvrant votre MO2I, en prenant le chemin de ceux qui décideront d'offrir au monde ce qu'ils ont de meilleur à offrir. Voilà. Merci à tous et on va aller fêter ça autour d'une pastilla aux pigeons au Maroc, promis, juré. Passez une excellente soirée, faites passer autour de vous. Abonnez-vous à Lily, parlez avec Lily. Mettez Lily dans votre vie. Elle est née, la divine enfant. Donc, mettez Lily dans votre vie. Mettez le neuro-émotionnel dans votre vie. Mettez le MO2I dans votre vie. Ça produit un effet collatéral que je trouve assez sympa. Et on appelle ça le bonheur.
C'était Roméo Cournal et Kevin Adeoti. Yes, ça y est. Ciao. Ciao. Âme, lisez-vous bien.